L'impératrice a été emmenée pour exécution. Les gens disaient qu'elle maudissait Sa Majesté. Apparemment, la jeune fille était aveuglée par l'amour et la jalousie et suppliait de le tuer. L'empereur était comme le soleil pour le peuple, ainsi que pour l'impératrice elle-même. Avant l'exécution, le jeune homme a demandé à sa femme si elle voulait dire quelque chose pour la dernière fois. Elle a dit à Sa Majesté qu'elle l'avait maudit parce qu'il était un hypocrite sans cœur et de sang-froid. La jeune fille a ajouté qu'elle lui ferait payer tous ses péchés, même ceux de l'autre monde. Lorsqu'elle demanda à son mari s'il voulait lui dire quelque chose, l'empereur donna l'ordre de commencer l'exécution de l'impératrice. Alors la jeune fille se demanda si c'était celui en face d'elle qu'elle aimait tant. Alexandra savait que si elle avait une autre chance, elle redeviendrait impératrice. Elle deviendra la femme la plus noble de ce pays et se vengera de l'empereur. La vie d'Alexandra a commencé à s'effondrer à partir du moment où elle a épousé Cléo Guillaume von Reiss. C'était un mari aimant et le troisième fils de l'empereur. La jeune fille a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'amener au trône, sans craindre de se tacher les mains de sang ou de renoncer à ses mœurs. Même ses parents, le marquis et la marquise Sieglinde, assumèrent la responsabilité des crimes de Cléo et furent exécutés à sa place. Grâce à cela, il a pu s'asseoir en toute sécurité sur le trône. Alexandra pensait qu'il l'aimerait et la chérirait pour de tels sacrifices. Mais, en fait, la jeune fille a reçu la couronne de l'impératrice et de nombreuses pour son mari. La chambre de l'empereur était toujours remplie d'autres femmes, et elle-même était accusée d'avoir prétendument maudit Sa Majesté. Ainsi finit la vie d'une jeune fille de 26 ans. L'impératrice fut réveillée au milieu de la journée par sa servante Penny. La jeune fille a dit qu'aujourd'hui était un jour très important pour eux. Alexandra n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait devant elle. Elle a demandé à la fille pourquoi elle était ici, et elle a répondu qu'elle était sa servante. Où devrait-elle être ailleurs? Mais l'impératrice savait qu'elle était morte. Elle a été tuée par des voleurs quand elle avait 20 ans. Alexandra lui toucha le cou et pensa que c'était peut-être l'au-delà. Tout était si réaliste autour d'elle, même l'odeur de sa chambre. L'impératrice a demandé à Pénélope quel âge elle avait. La jeune fille était surprise que Sa Majesté pose cette question, car elle avait elle-même organisé une cérémonie de passage à l'âge adulte pour elle il y a 2 mois. Alors le souverain lui demanda quel âge elle avait. La servante répondit qu'elle avait 21 ans. Alexandra sauta du lit et courut vers le miroir. La jeune fille s'est rendue compte qu'aujourd'hui est le même jour qu'on ne peut pas oublier, son mariage. Alexandra se vit en robe de mariée et demanda à Pénélope si elle avait bien compris. Penny a été surprise et a demandé à Sa Majesté si elle allait bien. L'impératrice a déclaré qu'elle s'était sentie soudainement étourdie et a demandé à la jeune fille de quitter la pièce pendant un moment. Quand Penny est partie, Alexandra lui a pincé la joue pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Cela signifiait qu'elle avait une autre chance. Dieu a entendu ses prières, et elle a maintenant l'occasion de venger sa mort sur ce scélérat. Cette fille a réfléchi à ce qu'elle devait faire. La cérémonie de mariage était sur le point de commencer. Alors elle comprit que si elle s'enfuyait d'ici, c'était maintenant le seul moment. Mais avant sa mort, Alexandra s'est jurée de monter sur le trône. Avant son exécution, elle a décidé qu'elle redeviendrait une noble impératrice et rembourserait intégralement Cléo pour toutes les souffrances, la douleur et l'humiliation qu'elle avait dû endurer. Par conséquent, Alexandra a décidé qu'elle ne s'enfuirait pas, mais qu'elle essaierait de changer sa vie pour que Cléo reste le chef, pas elle. L'impératrice a appelé Penny et lui a demandé à quoi elle ressemblait. Pénélope regarda Sa Majesté et dit qu'elle était la plus belle du monde. Lorsqu'une autre femme de chambre leur a demandé si elles étaient prêtes, Sandra y a réfléchi. La jeune fille se demandait si elle pouvait mettre le masque et jouer son rôle, sachant qui était réellement son futur mari. Est-elle sûre que c'est lui qui restera le chef, et pas elle? Il lui semblait que c'était maintenant une très bonne occasion de s'enfuir et de vivre une vie heureuse avec un autre homme, en l'oubliant. Est-il possible de se venger, mais en même temps de ne pas être sa femme? Mais Sandra avait toujours la sensation d'une lame froide lui coupant le cou. Elle a donc décidé qu'elle ne pouvait pas vivre sans tout ce qu'il avait fait à elle et à sa famille. Lors de la cérémonie de mariage, tout était comme ce jour-là. Cléo se tenait à côté du prêtre et dit à Alexandra qu'elle était belle. Elle sourit et lui rendit son compliment. Le prêtre a demandé si Alexandra Giovanna Janzaglinda acceptait d'épouser Cléo Guillaumin von Reiss, de l'aimer sincèrement et de lui rester fidèle au fil des années. La jeune fille a répondu « Oui ». Lorsque Cléo a fait le vœu de l'aimer et de lui être fidèle, Sandra a eu envie de crier qu'il mentait. Elle voulait que Dieu le punisse pour ce qu'il lui avait fait. Elle croyait que Dieu devrait punir le fait qu'il ait trahi sa femme,
qui lui était si fidèle, d'une manière terrible et mesquine. Par conséquent, Alexandra a juré mentalement de haïr son mari. « Je jure que je ne l'aimerai plus jamais et que je lui ferai preuve de loyauté, mais je ne ferai que le maudire et le détester », se dit la jeune fille, et ils furent déclarés mari et femme. Ils ont scellé leurs vœux par un baiser et ont échangé leurs alliances. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et elle ne pouvait plus s'échapper. Avant sa mort, Sandra avait juré de se venger. Et maintenant, après la cérémonie officielle, les invités ont commencé à s'approcher d'Alexandra et à la féliciter. 2 filles sont venues la féliciter et lui ont dit qu'elle avait beaucoup de chance avec son mari. La mariée a répondu qu'elle était très heureuse. Une autre dame a demandé s'il était vrai qu'elle avait elle-même proposé au 3e prince. Une fois, Sandra a tellement aimé Cléo qu'elle lui a proposé. Et maintenant, elle pensait qu'elle avait été stupide de ne pas avoir choisi un autre de ses frères princiers. Lorsqu'il l'a appelée, la jeune fille lui a mentionné que les autres dames pensaient que le prince Cléo avait une voix douce et charmante. Alexandra a dit à son mari qu'elle était très heureuse de le voir. Cléo a invité sa femme à danser avec lui, et Sandra a accepté, ajoutant qu'elle serait heureuse de lui offrir la danse. La jeune fille a décidé qu'elle devait jouer un rôle. Pour ce faire, elle doit rejeter toute la haine destructrice qui a englouti son âme et être une fille pure noyée d'amour pour lui. Le prince lui demanda si elle était fatiguée. Alexandra a répondu qu'elle était heureuse avec lui et lui a demandé comment il se sentait. Cléo a répondu qu'il était heureux quand elle était avec lui. La jeune fille se demandait s'il lui mentait maintenant. Après tout, ils ont vraiment passé un moment heureux avant. Sandra était bouleversée et le prince Cléo le remarqua. Elle a répondu qu'elle se souvenait de ses parents et qu'elle vivrait loin d'eux. Le prince fut surpris et dit que ses parents pouvaient visiter le palais impérial quand ils le voulaient. Il a ajouté qu'elle pourrait leur rendre visite quand elle le souhaiterait. Alexandra a dit à son mari qu'il avait raison. Mais la jeune fille a ajouté qu'elle aimait vivre au palais. Après tout, cet endroit est majestueux et beau. Mais à l'époque, il cache beaucoup de poison. Le prince Cléo a promis à sa femme qu'il prendrait soin d'elle. Mais Sandra savait déjà très bien qu'il était le poison le plus terrible de tout le palais. La jeune fille a surmonté ses sentiments et a dit à Cléo qu'elle lui faisait confiance. À la fin de la danse, le prince dit à sa femme qu'il devait encore parler à ses parents, le marquis et la marquise Sieglinde, et qu'il pourrait ensuite se reposer. Cléo se pencha sur elle et dit doucement à Alexis de l'attendre dans leur nouvelle chambre la nuit. Et puis, Alexandra s'est souvenue que leur première nuit de noces aurait lieu aujourd'hui. Le prince embrassa sa femme sur le front et partit. Olexa ne savait pas quoi faire, car elle ne voulait pas s'approcher de ce scélérat, et ses baisers la rendaient malade. La jeune fille a décidé qu'elle avait un besoin urgent d'inventer quelque chose pour éviter cette proximité. Après réflexion, elle a appelé sa femme de chambre, Penny. Elle a demandé à la jeune fille si elle prenait des somnifères. Pénélope a dit qu'elle le prenait parce qu'elle souffrait d'insomnie. Alors la princesse lui demanda de lui donner des somnifères. La servante savait que sa maîtresse n'avait aucun problème à dormir. Elle fut donc un peu surprise. Alexandra a dit qu'elle se sentait très fatiguée ces derniers temps. Penny a promis d'apporter les somnifères tout de suite et de n'en parler à personne, comme sa maîtresse l'avait demandé. Sandra était un peu rassurée. Il lui serait plus facile de passer cette nuit. Soudain, derrière elle, la jeune fille entendit une voix très familière. L'homme lui a demandé pourquoi elle était seule et où était allé le prince Cléo. Et puis la femme a parlé. Sandra revient et reconnaît ses parents, partis depuis longtemps. Elle a crié « Maman, papa !» et se précipita pour les serrer dans ses bras. Le père a dit à sa fille qu'elle est maintenant une princesse et qu'elle ne devrait donc pas se comporter ainsi. Mais la jeune fille a dit qu'elle était très heureuse de les voir. Sandra a décidé qu'elle ne permettrait pas qu'il soit sacrifié. Maman a demandé à Alexis pourquoi elle agissait si étrangement aujourd'hui. La fille a répondu qu'il lui manquait beaucoup. Père a rappelé qu'ils s'étaient déjà vus le matin. Il a ajouté que les autres personnes qui les voient pourraient penser qu'ils ne se sont pas vus depuis un an. Le marquis demanda à sa fille si son mari l'avait offensée de quelque manière que ce soit, ou s'il ne lui prêtait pas assez d'attention. Alexandra a répondu à ses parents qu'elle allait bien et que son mari prenait soin d'elle. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus faire ça, alors elle voulait leur dire quelque chose. La jeune fille a demandé s'il resterait toujours à ses côtés. La mère a dit que bien sûr il le ferait. Ils étaient ses parents. Papa a dit qu'ils ne pouvaient pas trahir leur propre fille. Sandra a alors demandé à ses parents de ne pas se sacrifier pour elle. Ils ont été très surpris par ces paroles et leur mère a demandé pourquoi elle disait cela. La femme a demandé à sa fille de raconter ce qui lui était arrivé. Alexandra voulait raconter que dans le passé, ils se sont sacrifiés à cause d'elle.
mais elle a dit que rien ne s'était passé. La jeune fille a dit à ses parents que tout peut arriver dans la vie. Elle leur demande donc de ne jamais se sacrifier pour elle si elle ne le souhaite pas. Le père a répondu que sa demande était assez étrange, mais que lui et sa mère l'écouteraient. Olexa remercia ses parents pour leur compréhension et vit que Cléo se dirigeait vers eux. Le marquis et la marquise Sieglinde s'inclinent et saluent son Altesse le prince Cléo. Le prince leur proposa de rester quelque temps au palais. Le marquis les a remerciés pour l'invitation, mais a déclaré qu'ils ne voulait pas déranger les jeunes mariés. Le père serra la main du prince et lui demanda de prendre soin de sa fille. Le prince Cléo répondit que leur fille était la fille la plus belle et la plus sage de tout l'Empire, et que c'était un grand honneur pour lui de l'épouser. Alors le marquis dit qu'il ne pouvait souhaiter mieux que d'entendre de sa part des paroles si agréables. Les parents ont souhaité au jeune couple une vie conjugale heureuse. Cléo leur a promis de faire de leur fille la femme la plus heureuse de l'Empire, et Lexie a promis à ses parents de faire de même pour son mari. Les parents ont dit au revoir à leur fille et sont partis. Les jeunes mariés devaient rencontrer Sa Majesté l'Empereur, père du prince Cléo. Alexandra savait qu'elle devait être très forte, car sa vengeance ne faisait que commencer. Lorsqu'ils furent appelés à une audience avec l'empereur et l'impératrice, la jeune fille s'inclina devant l'empereur et dit « Gloire éternelle au souverain de Reyes ». L'empereur félicita la princesse et lui demanda si elle avait eu beaucoup de mal à préparer le mariage. Alexandra a remercié Sa Majesté pour son inquiétude. L'empereur lui demanda alors si elle avait eu des difficultés lors de la cérémonie de mariage. Il a ajouté qu'il avait entendu dire que la jeune fille se préparait pour elle d'une manière particulière. Sandra trouvait drôle que l'empereur dise de telles choses car, en vérité, il ne se souciait jamais de ses fils. Le prince Cléo a dit à son père que grâce à lui, leur cérémonie s'est bien déroulée. Après cela, l'empereur s'adressa à Alexandra en supposant qu'elle se sentirait un peu en insécurité dans le palais pendant un certain temps, car elle était encore assez jeune. L'impératrice Telsia, assise à côté de l'empereur, rit et lui rappela qu'Alexandra n'était pas si jeune, et ajouta qu'elle était devenue impératrice à l'âge de 3 ans. Sandra savait que l'impératrice Telsia n'était en aucun cas une adversaire facile, car elle constituait un sérieux obstacle à ce que Cléo devienne empereur. C'était comme si elle suivait Alexandra depuis le début. Elle a son propre fils, le 2e prince, donc elle n'aime pas la femme du 3e prince. La fille pensait qu'elle l'avait déjà vaincue une fois, mais cela ne signifie pas que vous pouvez perdre votre vigilance. La princesse a dit à l'impératrice qu'elle était superbe. La mariée a ajouté qu'elle était aujourd'hui submergée d'enthousiasme par le fait qu'elle venait de devenir princesse et que Sa Majesté, à cet âge, était déjà devenue la mère de tous les habitants de l'Empire. Alexandra a déclaré que cela lui causait un grand respect pour l'impératrice. En fait, elle est simplement revenue au point de départ de leur relation. Comme alors, Olexia avait juste besoin de dissiper tous ses doutes à son sujet. L'impératrice Telsia a déclaré qu'elle espérait que la jeune fille s'habituerait rapidement à la vie au palais. Telsia a ajouté que l'impératrice aurait le contrôle du palais impérial, tandis qu'Alexandra aurait le contrôle total du palais Jen, où elle vivrait avec son mari. L'impératrice a déclaré que tout s'arrangerait pour la fille, car elle est la fille d'une famille noble éminente. La princesse s'inclina et demanda de l'aide pour répondre à quelques questions. Alexandra a ajouté qu'elle n'était pas sûre d'être prête pour un rôle aussi important de princesse. Elle était également troublée par une incompréhension de certains points liés à la gestion des subordonnés. Elle voulait donc compter sur les recommandations de l'impératrice. Telsia a dit à la princesse qu'elle pouvait lui demander si elle avait des questions. Ensuite, l'impératrice a dit qu'il était impoli de retarder les jeunes mariés et leur a dit au revoir. Le prince Cléo l'a remercié pour son inquiétude. Les jeunes mariés s'inclinèrent et partirent. Lorsqu'ils furent un peu plus loin, Cléo demanda à Alexa si les paroles de l'impératrice l'avaient bouleversée. La jeune fille a répondu que tout allait bien, parce que Sa Majesté ne voulait rien dire de mal. Alexandra a ajouté que dans la position de l'impératrice, il est tout à fait naturel de garder tout le monde sous contrôle. D'autant que la question de la succession au trône n'est pas encore résolue. L'empereur a un premier fils de l'impératrice Vincentia, un deuxième fils de l'impératrice Telsia et un troisième fils, Cléo, de la 2e impératrice décédée. Leurs mères se battent également pour la place de successeur. Et Sandra se jeta au centre même de ce cercle de leurs désirs. Cléo lui a demandé s'il pouvait la protéger ou survivre lui-même. La jeune fille a répondu qu'il devrait se protéger. La princesse promit à son mari de le faire empereur. Lexie a ajouté qu'ils doivent survivre, et elle se dit que c'était nécessaire pour se venger de Cléo. Elle avait décidé depuis longtemps qu'elle lui mettrait la lame sous le cou dans son moment de triomphe. Mais pour l'instant, Sandra a suggéré à son mari d'oublier tous ses soucis
et d'aller au palais de Jen. Cela ne dérangeait pas Cléo car c'était une journée assez difficile pour eux deux. Et Alexandra pourrait y commencer sa vengeance. Au palais, les servantes accueillirent la nouvelle maîtresse. Jen Palace était autrefois la demeure du troisième prince et de sa famille, jusqu'à la mort de l'empereur. 6 servantes ont fidèlement servi Alexandra jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Cléo a soigneusement demandé à sa femme si elle aimait le palais. Lexi a répondu qu'elle l'aimait vraiment. Cependant, elle aimait le palais bien plus que lui. Elle se sentait chez elle ici. Mais malgré sa trahison, les servantes de ce palais ont travaillé pour Sandra jusqu'au bout. Tout comme elle l'était autrefois pour lui. Alexandra sourit à son mari et l'invita à se rendre dans sa chambre afin de la rencontrer plus tard pour la première nuit de noces. Cléo accepta et l'embrassa doucement sur le front. Avant son retour, la distance entre leurs chambres lui paraissait très longue. Mais maintenant elle était devenue trop petite. Cela a rendu Sandra malade. En entrant dans sa chambre, Alexandra a dit que tout avait l'air incroyable. La femme de chambre a dit qu'elle essayait de tout faire à sa guise. Mais comme ils ne se connaissaient pas, le serviteur a décoré la pièce en fonction des paroles de son Altesse concernant ceux que son épouse aimait. Alexandra a remercié Eloven pour la chambre. La servante fut très surprise que la princesse connaisse son nom, car elle n'avait pas encore eu le temps de se présenter à elle. Sandra a compris qu'elle avait parlé et qu'il fallait faire quelque chose. La princesse répondit qu'elle avait entendu le prince Cléo l'appeler. La servante crut et Sandra expira. Elle demanda aux domestiques de la préparer à la visite du prince. Eloven a dit qu'il lui préparerait d'abord un bain. Alexandra a compris que pour les domestiques, elle n'était qu'une jeune femme excitée avant la première nuit de noces. Mais ils ne devinent même pas quelle pensée tourbillonne dans sa tête. Mais de cette façon, elle sera en sécurité pendant un moment. Dans ce palais, pour tout le monde, c'est une jeune femme ordinaire. Alexandra n'a pas eu d'enfant même après être devenue impératrice. Et Cléo n'a jamais rêvé d'enfant. Elle pensait que c'était par souci pour elle, ou par manque d'amour. Après s'être habillée, la princesse demanda aux servantes de la laisser tranquille afin qu'elle puisse préparer la visite du prince. La jeune fille a ajouté un somnifère à un verre de vin. Il n'y avait plus aucun retour en arrière désormais. La princesse demanda à un serviteur de lui amener le prince Cléo. Sandra a compris qu'elle devait souffrir un peu et persévérer pour se venger. Cléo a demandé à sa jeune épouse si tout allait vraiment lui arriver pour la première fois. La jeune fille a répondu que oui. Puis elle a suggéré un verre de vin pour commencer. Alexandra a dit au prince qu'elle n'arrivait toujours pas à croire qu'ils étaient devenus mari et femme. Elle a ajouté que c'était comme un rêve pour elle. En fait, c'était un très mauvais rêve et il ne sera plus possible de se réveiller. Mais Sandra devait jouer son rôle. Cléo a répondu qu'il pensait aussi que cela ne pouvait pas être le cas. Le jeune homme a admis que lorsqu'elle lui avait proposé, il ne pouvait pas croire que ce n'était pas un rêve. La princesse a admis qu'à ce moment-là, elle était très inquiète. Elle a ajouté qu'elle était très inquiète que son Altesse la refuse. Cléo a répondu qu'il n'oserait jamais refuser une fille aussi belle et intelligente qu'elle. Le prince avoua à sa femme que c'était un grand bonheur pour lui qu'elle l'ait choisie. Sandra a compris que pour lui, c'est vraiment une bonne chance. Et pour elle, c'est l'échec le plus terrible. Après tout, c'était elle qui s'était souillé les mains avec du sang, pas lui. Lexi a fait tout le sale boulot juste pour sa confession d'amour pour elle. La jeune fille se ressaisit et lui répondit. Elle a dit qu'elle était également très heureuse que le plus bel homme de tout l'Empire soit désormais son mari. Mais Cléo a rappelé à sa femme que la vie au palais impérial n'était pas si paisible. Le jeune homme a dit que parfois il y aurait des difficultés, mais il saura la protéger. Le prince a demandé à sa femme si elle lui faisait confiance. La jeune fille a répondu qu'elle avait confiance en elle. C'était comme ça avant. Elle lui faisait confiance de tout son cœur. Il a promis qu'il la protégerait, qu'il l'aimerait pour toujours. Mais il l'a trahie et elle ne comprenait pas pourquoi Cléo avait autant changé avec le temps. Alexandra a dit qu'elle le croyait, et Cléo lui a demandé pourquoi elle pleurait. La jeune fille réalisa qu'elle ne pouvait pas trébucher de manière aussi insensée. Elle a décidé qu'elle n'avait plus besoin de ses sentiments. Après avoir bu du vin, Cléo commença à embrasser Lexi et la poussa sur le lit. Sandra avait peur, mais se rassurait en disant qu'elle devait attendre un peu et que l'effet du somnifère allait bientôt se manifester. Elle lui rendit son baiser et pensa que ce serait bientôt fini. Cléo l'embrassa dans le cou et lui dit qu'il l'aimait. Sandra avait autrefois rêvé de ces mots, mais maintenant elle s'en fichait. Elle se demandait simplement s'il se comportait avec autant de douceur et d'un cœur pur. Elle a prié pour que ce soit bientôt fini. Lorsque le prince s'endormit, la jeune fille le repoussa avec soulagement. Lexi a pris la lame et s'est coupé la jambe spécialement pour étaler du sang sur le drap. Puis,
Le matin, le prince croirait que tout s'est passé. Mais il ne s'en souvient tout simplement pas après le vin. Elle tenait la lame dans ses mains et pensait qu'elle pourrait facilement le tuer maintenant. Mais la jeune fille ne voulait pas faire cela, car ce serait une mort très facile pour lui. Le matin, lorsque le prince s'est réveillé, il a dit qu'il se souvenait seulement de la façon dont il était entré en elle. Et de tout le reste, comme dans un brouillard. Sandra a ri et a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il ne se souvenait de rien. Cléo s'est excusée auprès de sa femme pour avoir trop bu, et maintenant il ne se souvient de rien. Le prince a dit qu'il l'aimait et qu'il la serrait contre lui. Lexi ne savait pas alors s'il lui mentait. Elle se demandait s'il avait tout si bien calculé depuis le début, ou si elle lui était devenue inintéressante avec le temps. Mais Sandra a décidé que cela n'avait pas d'importance. Quelle que soit la vérité, elle n'a pas l'intention d'arrêter sa vengeance. La jeune fille dit qu'il était temps pour eux de se lever pour saluer l'empereur et l'impératrice. Lorsque Cléo a remarqué du sang sur le drap, il a demandé à sa femme s'il lui avait fait du mal. Lexi a répondu qu'il était très doux et attentionné avec elle. Alexandra voulait que son mari autrefois très aimé reprenne lentement mais douloureusement tout ce qu'il lui avait fait, et elle n'allait pas s'arrêter. Dans le palais impérial, tout était ainsi. Des objets d'une beauté exquise, derrière leur attrait trompeur, cachent des lames tranchantes, détournant l'attention pour vous maîtriser. Au matin, l'impératrice demanda au jeune marié s'il s'était reposé. La princesse Alexandra s'inclina et dit qu'elle avait pu bien se reposer grâce à sa majesté. L'impératrice répondit qu'elle était très heureuse de l'entendre. Il s'agissait de l'impératrice Vincentia, mère du premier prince. Sandra ne comprenait pas comment elle pouvait avoir l'air si gentille. Dans sa vie passée, Lexi croyait en son doux sourire et pensait qu'elle était une bonne personne. Mais maintenant, l'impératrice Vincentia ne ressemblait plus qu'à une fausse. L'empereur interrompit les pensées d'Alexandra et dit qu'il entendrait probablement bientôt de bonnes nouvelles, faisant allusion aux enfants du prince et de la princesse. L'impératrice Vincentia interrompit sa majesté. Elle demanda à son mari de prendre son temps, car le premier et le deuxième prince n'étaient même pas encore mariés. Alexandra sourit faiblement. Elle était amusée par le jeu de l'impératrice. L'impératrice Telsia, assise de l'autre côté de l'empereur, demanda à Vincentia quand le premier prince allait se marier. Il a maintenant 26 ans. Si l'on prend en compte le fait que la plupart des nobles se marient avant l'âge de 20 ans, alors le premier prince est déjà très tard. Vincentia a répondu qu'elle craignait de ne pas voir son mariage. Telsia a demandé si les idéaux de sa belle-fille étaient trop élevés. Elle a ajouté que la princesse royale, comme sa mère, est très pointilleuse. Impératrice Vincentia, duchesse d'Igalelska, et sa mère était une princesse du royaume de Lofez. Habituellement, un tel mariage ne pose pas de problème. Mais ici, dans l'Empire Reyes, où la pureté du sang est valorisée, la noblesse métisse n'est pas la bienvenue. Pour la reine qui a ressenti dès son plus jeune âge un énorme sentiment d'infériorité face à son origine, le sujet de la maternité était un sujet très sensible. L'impératrice Telsia, qui avait un statut plus élevé, n'était pas gênée par cela. Vincentia a répondu qu'elle ferait tout son possible pour que le prince épouse une princesse belle et intelligente. Telsia a alors déclaré que ce serait une erreur que le deuxième prince se marie avant le premier. Surpris, Vincentia lui a demandé s'il avait une épouse. Telsia a répondu qu'il la retrouverait bientôt. L'empereur interrompit leur conversation et les réprimanda pour avoir eu une confrontation devant les jeunes mariés. Sa Majesté a dit au prince qu'il pourrait partir en vacances, tout en rappelant à la princesse qu'elle devrait s'adapter à la vie dans le palais impérial. Alexandra remercia Sa Majesté pour son inquiétude et pensa qu'il n'avait pas changé du tout. Elle se sentait même un peu mal à l'aise. Cléo a remarqué que sa femme ne se sentait pas bien et lui a demandé si elle allait bien. Il a ajouté qu'elle ne devrait pas prêter attention aux conversations du père sur les enfants. Sandra elle-même ne comprenait pas à ce moment-là comment la question posée au prince lui échappait. Pourquoi il ne voulait pas qu'elle ait d'enfants? Cléo a demandé avec enthousiasme à Lexi ce qui n'allait pas chez elle. Le jeune homme a répondu que ce n'était pas du tout vrai, et qu'il n'était pas contre les enfants. Sandra a ensuite expliqué qu'elle aimerait entendre de sa part qu'il ferait beaucoup d'efforts pour y parvenir. Cléo a répondu qu'il considérait qu'élever un enfant était beaucoup de travail, donc il ne voulait pas lui imposer un tel fardeau. Mais si elle veut tellement un enfant, il fera tout ce qui est en son pouvoir. Lexi était encore pire. Chaque fois qu'il était si gentil avec elle, elle ressentait une douleur écrasante dans la poitrine. Parce qu'elle se souvient très bien de ce jour et des paroles qui ont déclenché son exécution. Et elle se souvient très bien de la haine qu'elle ressentait alors. Le prince Cléo s'est excusé auprès de sa femme de l'avoir bouleversée.
Alexandra l'a serré fort dans ses bras et lui a dit que tout était de sa faute. La jeune fille a ajouté qu'elle était très fatiguée et qu'elle est donc devenue plus sensible. Elle a dit qu'elle n'était pas pressée d'avoir des enfants, d'autant plus qu'ils pourraient encore profiter l'un de l'autre pendant leur lune de miel. Lexi a dit à son mari qu'elle était simplement inquiète, pensant qu'il ne voulait pas qu'elle ait d'enfants. Mais en réalité, sa réponse ne changera rien pour elle. Même s'il veut des enfants, cela n'enlèvera pas sa haine envers lui ni ne réparera sa trahison. Cléo a répondu que c'était mal parce qu'il voulait des enfants comme elle. Le jeune homme a ajouté qu'il ne voulait tout simplement pas lui faire porter une telle responsabilité. Le prince a dit qu'il l'aimait et a serré Lexi dans ses bras. La fille a répondu qu'elle l'aime aussi. En fait, avec ses aveux, il n'a fait que la mettre encore plus en colère. Elle le détestait. Ce jour-là de son exécution, tout comme sa vie, son amour pour lui disparut à jamais. Malgré le fait qu'ils soient devenus mari et femme, les jeunes mariés ont passé très peu de temps ensemble. Telle était la règle au palais impérial. Pour Sandra, c'était ce qu'il fallait. Elle a demandé à sa servante quels étaient les projets du prince Cléo aujourd'hui. Eloven a répondu qu'il avait un cours d'escrime le matin et un cours de culture le soir. Thomas II n'osait permettre à aucun de ses fils de participer aux affaires publiques. Il l'a fait afin d'éviter des conflits imprévus entre eux. Après tout, l'héritier du trône n'a pas encore été choisi. Cependant, Thomas II veillait à ce que tous ses enfants reçoivent une bonne éducation afin que les frères puissent aider l'empereur. Tout ne serait pas si mal si les princes étaient de la même origine. Mais ils ont des mères différentes qui sont en guerre les unes contre les autres, donc le désir de Thomas II s'apparente davantage à une utopie. Alexandra réfléchit à ce qu'elle ferait si elle était empereur. Tout d'abord, elle choisirait un successeur et les autres ne recevraient pas d'éducation. Bien sûr, cela semble cruel, mais c'est le meilleur moyen de renforcer le pouvoir impérial. Elle se demandait à quoi pensait Thomas II en ce moment. Elle lui a demandé quels étaient ses projets pour aujourd'hui. Eloven a répondu que la princesse pouvait faire ce qu'elle voulait, car aujourd'hui elle était libre. La servante ajouta qu'elles avaient reçu un message de la part de la marquise Siegland, selon laquelle Lady Pénélope arriverait ici. Sandra sourit et demanda à Eloven de tout expliquer à Pénélope à son arrivée, afin qu'elle s'habitue plus rapidement au nouvel endroit. Elle a ajouté qu'elle était une fille assez intelligente. Alexandra a décidé que la première chose à faire était de trouver quelqu'un qui partagerait avec elle ce chemin de vengeance du début à la fin. Et ce devait être Pénélope. Même si Eloven était également une fidèle demoiselle d'honneur, ils sont devenus amis bien plus tard. Connaître l'avenir était l'avantage incontestable de la princesse Alexandra sur les autres. Mais tout ce qu'elle a vécu ne sera pas pareil maintenant. Sa connaissance de l'avenir et les actions qu'elle entreprend maintenant peuvent affecter ce qui se passera dans le futur. Eloven, la servante, frappa à la chambre de la princesse et l'informa que Lady Pénélope était arrivée. Elle ajouta qu'elle avait déjà terminé ses présentations et l'avait installée dans les quartiers des domestiques. Alexandra a dit à Eloven qu'elle aimerait déjeuner avec Pénélope. La servante fut surprise et voulut dire quelque chose, mais la princesse lui demanda d'appeler Penny. Elle a ajouté qu'aujourd'hui est un jour spécial et que cela n'arrivera qu'une seule fois. Lorsque la servante est partie, Sandra a pensé qu'elle ne devait pas sous-estimer l'ennemi qu'elle avait tué dans sa vie passée. Après tout, son avenir est en train de changer. Happy Penny entra dans la chambre de la princesse et la salua selon toutes les règles de l'étiquette. Alexandra a dit que c'était très inhabituel. La princesse prit la main de la jeune fille et lui dit qu'elle était sa meilleure amie et la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Sandra a dit qu'elle avait beaucoup de courses qu'elle seule pouvait faire. Pénélope sourit et dit qu'elle ne savait pas comment elle pourrait être utile à son Altesse, mais qu'elle ferait le nécessaire. Lexi voulait que son fidèle ami l'aide à se venger. Mais d'abord, la princesse a donné à la servante un délicieux repas, puis a déclaré qu'elle avait besoin d'en apprendre le plus possible sur tous les parents éloignés de la famille impériale. Le but d'Alexandra était de faire de Cléo un empereur puis de le trahir en devenant l'impératrice régnante. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devenue empereur ressent la douleur la plus terrible? Elle pourrait répondre à cette question en se basant sur sa propre expérience. La couronne qu'il portera devrait lui être retirée, et sa femme devrait la mettre sur quelqu'un d'autre. Ce sera la douleur du renoncement et la douleur de la trahison. Il ne pourra pas survivre à cela, comme elle ne le pouvait pas autrefois. Et pour y parvenir, elle a besoin de quelqu'un qui veuille devenir empereur. Mais cet homme lui sera fidèle jusqu'au bout? Pénélope fut surprise et se demanda si elle avait bien entendu qu'elle avait besoin de se renseigner sur les parents éloignés de la famille impériale. Alexandra a expliqué à Penny qu'elle avait besoin de se renseigner sur les hommes âgés de 16 à 29 ans.
De plus, il ne devrait pas être marié. Sinon, cela augmentera le risque que quelqu'un le découvre. Et Sandra ne voulait pas prendre de risque. Pénélope a déclaré qu'elle avait tout compris et a promis de dresser rapidement la liste complète des hommes. De plus, la princesse a rappelé à Penny que cela devrait être top secret. Personne ne devrait le savoir, pas même ses parents et son mari. La servante fut surprise, mais promit de garder le silence. Pénélope a demandé quand cela devrait être fait. Alexandra a répondu qu'elle en avait besoin le plus tôt possible, le plus possible, le plus détaillé possible et le plus confidentiel possible. Lorsque Penny apporta à la princesse une grande montagne de papier, Sandra fut très surprise. La servante a déclaré qu'elle avait accompli la tâche de son Altesse de la manière la plus détaillée possible. La jeune fille a ajouté qu'elle-même ne s'attendait pas à que la famille impériale soit si grande. Alexandra a répondu qu'elle était elle-même surprise et lui a demandé comment elle avait réussi à tout faire si rapidement. Pénélope dit qu'elle rangeait tous les hommes par ordre de consanguinité avec Thomas II. La jeune fille a ajouté qu'il lui fallait un peu plus de temps pour le faire en secret. La princesse a félicité la femme de chambre pour son travail bien fait et a commencé à étudier les papiers alors que Penny partait. Elle a immédiatement rejeté plusieurs candidats, car ils ne lui convenaient pas du tout. L'un n'était pas discipliné. Il ne savait pas du tout comment prendre soin des autres. Sandra ne comprenait pas comment on pouvait diriger un empire si on ne pouvait pas gérer son territoire. L'autre homme était un fils à maman pessimiste et indécis. Un autre était un pervers avec une histoire étrange avec les femmes. Et un autre a perdu toutes ses économies en jouant. Lexi ne pouvait pas croire qu'il restait si peu de candidats qui lui convenaient. Cet empire valorise hautement les liens de sang entre les dirigeants. Il ne pourrait donc pas être loin de Thomas II. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse prouver ses capacités et ses compétences, dépassant les 3 conséquences du lien de sang. Sinon, il ne pourra pas réprimer l'opposition de la noblesse. Il semblait déjà à Alexandra qu'elle ne trouverait pas un tel candidat. Mais soudain, elle vit le nom de Lakis Brio-Din Onrus et se souvint qu'il était également membre de la famille impériale. Lakis Brio-Din Onrus est la personne qu'elle a enterrée dans sa vie passée. Il est le cousin germain de Thomas II et le neveu de Thomas II. Autrement dit, Lakis est le grand-oncle de Cléo. Contrairement à ses cousins, il dirigeait les régions frontalières et ne résidait pas dans la capitale. Le plus étrange était qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans le duché d'Ornus au sud de l'Empire, mais dans le duché d'Erneb, qui est situé dans la partie nord de l'Empire Reyes. Les raisons pour lesquelles il avait choisi Erneb plutôt que le territoire plus pratique d'Ornus étaient inconnues, et les opinions divergeaient. Certains pensaient qu'il s'agissait de loyauté envers l'Empire et de patriotisme, en raison du fait qu'il avait le sang de son père, le plus jeune commandant de cavalerie. La plupart des gens pensaient qu'il essayait ainsi de protéger l'Empire des forces extérieures. Mais Alexandra pensait le contraire. Même si elle ne l'a vu que 2 fois dans sa vie, elle a vu en lui la personne prête à tout pour atteindre son objectif. Elle vit le même regard dans ses yeux que dans les siens. Elle pensa un instant qu'il était prêt à lui mordre la gorge. C'est le genre de personne qui utilisera tous les moyens et méthodes. Sandra a lu les informations que Penny lui avait préparées. Lakis Brio-Din Onrus, 26 ans, duc d'Ornus et comte d'Erneb. Son père est mort pendant la guerre alors que Lakis était encore dans le ventre de sa mère. Né sans père, il obtient dès son plus jeune âge de bons résultats en escrime. Possédant un esprit brillant, il a hérité du commandement de la maison Ornus de ses parents à l'âge de 14 ans. Et maintenant, il vit dans le comté d'Erneb, retenant son souffle. Alexandra savait que ce n'était pas la vie dont il rêvait. Au moment où elle a vu ses yeux, elle a su que ce n'était pas le regard de quelqu'un qui se contenterait de protéger la frontière. Elle réalisa alors qu'il était dangereux. C'était le genre de personne qui reviendrait certainement un jour au palais impérial et s'emparerait du trône. Telle était son évaluation de lui dans une vie antérieure. C'est pourquoi elle l'a tué. Mais maintenant, la situation a changé. Tout d'abord, elle n'aime plus Cléo comme avant. Deuxièmement, elle a besoin d'un allié ambitieux et intelligent. Si son évaluation de Lakis s'avère correcte, il ne refusera pas de coopérer. Mais il ne reste alors qu'une seule question, à savoir si elle sera capable de se suicider avec autant de succès qu'avant. Sandra se souvenait encore clairement des efforts qu'elle avait déployés pour le tuer. Ils ont recherché ses points faibles pendant très longtemps, recherchant continuellement les personnes de son environnement. Et ils ont aussi répandu des rumeurs et semé le doute à son sujet dans la société. Tout cela eut un effet progressivement croissant, et finalement Lakis fut exécuté pour trahison. Cet homme est mort innocent de quoi que ce soit. C'est dire à quel point il était difficile de traiter avec lui. En raison de ses capacités et de ses ambitions,
Lexi savait qu'elle ne devrait pas faire de lui son ennemi cette fois-ci. Bien entendu, rien ne garantit que le jeune homme acceptera sa proposition. Mais, si elle reçoit un refus, elle devra s'en débarrasser d'urgence pour que personne ne connaisse ses projets. Maintenant qu'elle a trouvé un homme qui peut l'aider, la princesse a un autre problème. Comment le rencontrer? Sandra ne savait pas sous quel prétexte elle pouvait le contacter. Elle n'avait aucune excuse pour rencontrer le grand-oncle de Cléo. La distance qui les séparait était très grande. Elle ne pouvait donc pas y aller sans escorte. Envoyer des lettres personnelles avec un texte écrit est également dangereux. Cela signifiait que vous deviez le rencontrer en personne. Olexa ne comprenait toujours pas comment cela pouvait être fait. Lakis ne visite même son propre territoire, le duché d'Ornus, que 2 fois par an. Il n'a aucune raison de visiter la capitale impériale, avec laquelle il n'a aucun lien. Et il n'y a aucune mention du palais impérial. Pendant qu'Alexandra réfléchissait, on frappa à sa chambre et on lui dit que Lady Denalis était arrivée et voulait voir son Altesse. Sandra a bien compris qu'elle avait la possibilité de revenir, rien de plus qu'un privilège incompréhensible de corriger les erreurs du passé. Elle a donc décidé d'en profiter. Lady Denalis Delae Linuas de la maison Linuas a salué la princesse Alexandra et, selon les règles de salutation de l'Empire Reyes, a déclaré « Gloire éternelle au souverain de Reyes ». La jeune fille a ajouté qu'elle rêvait depuis longtemps de rencontrer son Altesse. Alexandra salua Lady Denalis et lui rappela qu'elle n'aimait pas beaucoup de telles salutations. Denalis était la fille aînée légitime du comte Linois. Sandra ne la voyait pas souvent, mais elle parlait toujours lors d'événements sociaux dans une vie antérieure. Lady Denalis a répondu que la première salutation était très importante. Et si son Altesse le pense maintenant, cela ne veut pas dire qu'elle ne changera pas d'avis plus tard. Lexi aimait cette fille. Elle aimait son attitude envers les gens. La façon dont elle essaie d'être polie envers les autres jusqu'à la toute fin. Comment elle maintient la distance requise. En même temps, elle maintient la proximité et bloque avec diligence ceux qui pourraient déclencher une querelle. La princesse Alexandra a dit à la jeune fille qu'elle pouvait lui dire bonjour à sa guise. Lady Denalis a remercié la princesse et a déclaré qu'elle appréciait grandement son inquiétude. Ensuite, la jeune fille a offert à son Altesse un cadeau de mariage. Lorsque Sandra a ouvert la boîte, elle a été très surprise. C'était un service avec des rats peints dessus. Denalis a expliqué que dans le royaume belsien, les objets à l'effigie de rats symbolisent le bonheur et le confort de la maison. La jeune fille a dit qu'elle savait que d'autres offriraient à son Altesse des bijoux et des robes précieux et qu'elle voulait lui préparer quelque chose d'inhabituel et de spécial. Denalis a ajouté qu'elle pourrait apporter autre chose si la princesse ne l'aimait pas. Alexandra a répondu qu'elle l'aimait et a ajouté que cela resterait gravé dans sa mémoire. Son Altesse a dit à la jeune fille que l'autorité et la réputation d'une personne dépendaient de ses actions, et Lady Denalis les avait impeccables. La jeune fille a remercié la princesse pour ses paroles aimables. Lady Denalis a déclaré que son Altesse surestimait ses capacités. Ensuite, Alexandra a dit qu'elle aimerait avoir une personne comme elle à ses côtés. Sandra savait que prendre soin de personnes précieuses est la clé du succès. La jeune fille, surprise, demanda si cela signifiait que son Altesse lui proposait d'être sa demoiselle d'honneur. Avant sa réincarnation, Alexandra n'avait pas fait de Lady Denalis sa demoiselle d'honneur, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que Lexi ne faisait pas confiance aux gens. Et maintenant, la fille est devenue différente. Auparavant, elle pensait que Maleta et Pénélope, qui l'avaient quittée plus tôt, étaient les seules à pouvoir la détourner du mauvais chemin. Mais si elle avait eu Denalis comme demoiselle d'honneur à ce moment-là, elle l'aurait mise en garde contre le fait d'être trop rêveuse et aurait conseillé à Sandra de reprendre ses esprits et de regarder les choses plus attentivement. Même si elle est calme, c'est une fille sérieuse avec une forte volonté. De plus, les personnes proches du pouvoir ont parfois besoin que quelqu'un leur donne un avertissement, même désagréable. La dernière fois, Alexandra s'en est rendue compte trop tard. C'est pourquoi elle avait besoin d'elle maintenant. Celui qui ne vous permettra pas de dévier du droit chemin et de vous détruire. La jeune fille a été tellement surprise qu'elle a demandé pourquoi elle devrait devenir demoiselle d'honneur de son Altesse. Car il y a beaucoup de dames sincères et fortes dans l'Empire qui en valent plus. La princesse a répondu que c'est pour cela qu'elle en est digne, parce qu'elle est la seule à poser de telles questions, et elle a souri. Alexandra a ajouté qu'en plus, elle est toujours la seule qu'elle connaît. Son Altesse a ajouté qu'elle ne pouvait pas confier ce rôle important à une personne qu'elle ne connaît pas du tout, car elle se sentirait mal à l'aise de lui confier sa liberté personnelle. Alexandra a dit à Lady Denalis qu'elle avait le temps de réfléchir.
La jeune fille répondit à la princesse qu'elle ne pouvait prendre cette décision sans consulter ses parents. Denalis lui a demandé si elle pouvait revenir plus tard et donner sa réponse. Son Altesse a dit qu'elle aurait hâte de la voir dans cette salle. Avant que Sandra n'ait eu le temps de se reposer, elle reçut la visite des sœurs Candace et Candida, 2 filles du comte d'Essex. Ils ont félicité son Altesse pour son mariage et pour qu'elle soit devenue princesse impériale. Alexandra savait que les sœurs Essex étaient des commères bavardes et très frivoles. En ouvrant leurs cadeaux, elle fut une fois de plus convaincue qu'ils n'étaient pas très intelligents. La princesse demanda ce que c'était, et les filles ont dit que c'était le sous-vêtement le plus populaire de la capitale. Sandra ne comprenait pas dans quel but il lui présentait un tel cadeau. Elle comprendrait toujours si c'était d'un ami proche, mais maintenant ils ont leur première rencontre sociale. Lexi a décidé qu'elles étaient des femmes terriblement mal élevées. Alexandra les a quand même remerciées pour le cadeau, et la dame a demandé à boire du thé avec elle. Ce qui a encore une fois grandement surpris la princesse. Elle voulait qu'ils rentrent bientôt chez eux. Pendant le thé, les sœurs discutaient constamment et posaient de nombreuses questions. Par exemple, comment se passe sa vie au palais impérial? Alexandra a répondu qu'elle aimait vraiment cet endroit. La princesse a ensuite déclaré que leurs altesses royales sont des personnes polies et gentilles. Elle espère donc s'installer rapidement à l'avenir. Les sœurs furent satisfaites d'une telle réponse. Puis, réalisant qu'ils n'apprendraient rien de plus, ils commencèrent à raconter des rumeurs à la princesse. Alexandra a ainsi découvert que la comtesse Jenska était en faillite. Cette comtesse dépensait toujours beaucoup d'argent en bals et en nourriture délicieuse. Tout cela est arrivé au point où elle est devenue accro au jeu, a tout perdu et a fait faillite. Alors qu'ils commençaient à discuter de la vente de ces terres par la comtesse, Sandra réalisa qu'elle pouvait les acheter. C'étaient de très belles terres situées à proximité de la capitale impériale. Les terres sont bien desservies par les transports avec le palais impérial. Le climat de ces terres est doux et, en général, l'endroit est propice à l'agriculture et à la vie ordinaire. Les pensées d'Alexandra furent interrompues par la question des sœurs, si elle avait besoin de demoiselles d'honneur. Sandra a demandé à nouveau par surprise, et ils ont dit qu'elle avait besoin de demoiselles d'honneur pour ne pas s'ennuyer dans le palais de Jen. La princesse a répondu qu'elle n'était là que pour une journée, donc elle n'y avait pas encore pensé. On a demandé aux sœurs de leur faire savoir si elles décidaient qu'elle avait besoin de demoiselles d'honneur. Sandra a décidé qu'elle ne les appellerait pas, même si elle mourait d'ennui. Elle n'aimerait pas voir de telles personnes autour d'elle, sans oublier qu'ils sont très frivoles. Après le départ des sœurs, Lexi a continué à réfléchir à la façon de rencontrer Lakis. Le territoire du comté d'Erneb se situe au nord de l'Empire. Il y neige presque tous les jours tout au long de l'année. Il y a de terribles blizzards et des vents perçants qui hurlent à toute heure du jour et de la nuit, et les habitants produisent des boissons alcoolisées avec une teneur en alcool de plus de 40%. La seule chose qui prospérait dans ces conditions difficiles était la puissance militaire. Les chevaliers d'Erneb s'entraînent au-delà de leurs limites. C'est pourquoi il n'y a jamais eu d'escarmouche frontalière dans cette partie de l'Empire. Le commandant de la cavalerie d'Erneb, Lionel Raderman, a demandé à ses chevaliers qui d'autres voulaient tenter de le vaincre au combat. Soudain, son Altesse s'est approchée d'eux et leur a demandé s'ils pouvaient l'essayer. Lionel demanda au duc s'il était occupé. Lakis a répondu qu'il ne pouvait pas assumer une attestation régulière des chevaliers, qui a lieu une fois par mois. Le commandant Lionel a demandé si son Altesse allait vraiment le combattre. Le duc lui demanda s'il avait des doutes. Lionel a ajouté qu'il ne céderait pas à lui. Lakis a répondu qu'il ne l'avait pas demandé, mais qu'au contraire, il voulait seulement se battre à pleine puissance. Et il a ajouté que s'il faisait quelque chose en se rendant, il démissionnerait du poste de commandant de cavalerie. Lionel a répondu qu'il n'en avait pas l'intention et a commencé à se battre. Lakis trouva son point faible et vainquit rapidement le commandant. Les chevaliers n'en revenaient pas. Le commandant a dit à son Altesse qu'il avait très honte de lui-même. Le duc le rassura et lui dit qu'il s'était bien battu et qu'il avait déjà beaucoup amélioré ses compétences. Lionel a ajouté qu'il savait déjà que c'était un mensonge, que son Altesse restait assise dans son bureau toute la journée et ne faisait pas d'exercice. Lakis a répondu qu'il n'avait pas besoin de faire de l'exercice tous les jours. Le commandant Lionel a demandé à son Altesse de retirer l'épée de son cou, car il n'était pas très confortable de communiquer. Le jeune homme a ajouté qu'aucun épéiste de ce type ne pouvait vaincre son Altesse. Le duc Lakis était d'accord avec les paroles du commandant de cavalerie Erneb et a ajouté qu'il n'y avait aucun homme dans tout l'Empire qui puisse le battre à l'épée. Sir Lionel mérite donc le mérite d'être capable de lui tenir tête au moins un peu. Le duc dit au commandant qu'il était un excellent épéiste.
C'est pourquoi son Altesse a demandé de ne pas se disputer avec les chevaliers, car il ne pourrait pas le vaincre. Herzog a déclaré que cette approche démotivait les chevaliers de cavalerie. Lakis a ajouté que le temps nous le dira. Mais personne dans cet ordre pour le moment ne peut vaincre son commandant. Lionel a répondu que si un génie apparaissait, il n'aurait aucune chance. Soudain, un assistant, Sir Kate, courut vers son Altesse. Prenant une inspiration, il informa le duc que les comtes l'avaient fait. Lakis a compris de quoi il parlait et lui a dit de tout raconter sur la route. Alors qu'il s'éloignait des chevaliers, Sir Kate annonça qu'il avait reçu des nouvelles de la capitale. Ainsi, il comprit que les joueurs qui rôdaient autour de la comtesse Jenska avaient fait leur travail. Ayant perdu tous ses biens et étant au bord de la faillite, le comte met en vente ses territoires. Lakis a demandé quel était le prix. Keith répondit que le prix des territoires était de 10 millions d'or. Le duc Lakis a déclaré qu'il semblait qu'elle se trouvait dans une position très difficile et a souri. L'un des meilleurs territoires de l'Empire était les terres du comte Jenski. Quelle que soit la taille du territoire de l'Empire, il n'y avait pas beaucoup de terres propices à l'agriculture, combinant un climat agréable et un sol fertile. De plus, la proximité de la capitale impériale permet aux propriétaires de ces terres de jouer le rôle d'un aristocrate de cour. Il s'agit donc sans aucun doute d'un territoire très précieux. Le prix de ces terres était très bas. Alors Lakis a demandé à son assistant d'acheter ces territoires, comme il l'avait convenu au préalable. Il a demandé à le faire le plus tôt possible et en secret. Le duc Lakis a ajouté qu'il ne devrait en aucun cas paraître suspect. Sir Kate a répondu qu'il était au courant, car il s'y préparait depuis si longtemps. Il y a 6 mois, Lakis a appris qu'il ne pourrait pas obtenir les terres du comte Jenski. Après tout, il est bel et bien vivant, il a des fils adultes. Les comtes lui dirent d'acheter d'autres terres. Ensuite, le duc a déclaré qu'il n'y avait aucune terre comparable à celle-ci. D'autant plus qu'il a encore plus besoin du titre de comte de Jenski que de ce territoire. Pendant que les comtes réfléchissaient à la manière de mettre en œuvre le plan de son Altesse, Sir Keith a eu une excellente idée. C'était le seul moyen de forcer le comte Jenski à abandonner lui-même ses terres. C'était la faillite. Par conséquent, ils ont soudoyé des proches du comte pour l'inviter à jouer et ont encouragé la comtesse à acheter des articles de luxe. Le jeu et l'extravagance sont des choses auxquelles vous ne pouvez pas abandonner après les avoir essayées une seule fois. Par conséquent, le duc Lakis a beaucoup aimé ce plan. Lakis a demandé à Keith comment les choses se passaient au palais impérial. L'assistant a répondu qu'il n'y avait pas de changement majeur. Mais il a dit que le 3e prince s'était marié. Kate a déclaré qu'elle ne pensait pas que ce soit l'information la plus importante, car le prince Cléo est la personne la plus éloignée d'hériter du trône impérial. Le duc Lakis a répondu que parfois des informations qui semblaient inutiles pouvaient jouer à leur avantage. Il ne faut donc pas le prendre à la légère. Dame Denalis de la maison Linois arriva au palais Jen et accepta la proposition de la princesse Alexandra. Sandra a décidé qu'elle avait fait le bon choix de demoiselle d'honneur. La jeune fille informa la princesse que les terres du comte Jenski avaient déjà été achetées. Alexandra a été surprise que cela se soit produit si rapidement et a demandé si elle savait qui les avait achetées. 10 millions d'or, c'était un très petit prix pour ces terres, mais c'était beaucoup d'argent. Toutes les familles aristocratiques ne pourraient pas collecter une telle somme aussi rapidement. Denalis a déclaré que les territoires du comte Erneba avaient été achetés par le comte Erneba, Son Altesse le duc d'Ornus. Alexandra a demandé à la fille si c'était vrai. Lady Denalis répondit qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. Sandra savait que dans une vie antérieure, Lakis avait également acheté ces terres, mais il était trop tôt pour se réjouir, car tous les événements ne se répéteraient pas. Elle voulait qu'il soit à ses côtés, mais elle avait peur que le contraire se produise. La princesse Alexandra a demandé à sa dame d'honneur si elle ne trouvait pas étrange que le comte Jenski soit en faillite. Denalis a répondu qu'elle ne le connaissait pas bien, mais qu'il ne semblait pas être un joueur auparavant. Par conséquent, il lui semble étrange qu'il s'intéresse si soudainement au jeu. Sandra a déclaré que les jeux d'argent existent depuis longtemps, mais qu'ils ne sont pas très populaires dans la capitale. Elle a ajouté qu'il n'y a besoin d'aucune raison pour tomber amoureux d'eux. Vous pouvez devenir accro à ces jeux par accident. Ensuite, la princesse Alexandra a demandé à Lady Denalis si tout avait pu être planifié. La jeune fille a eu peur après avoir entendu parler du complot. La princesse a supposé que quelqu'un avait délibérément accro le comte au jeu, et la comtesse à l'achat de produits de luxe, créant ainsi cette situation de faillite. Lady Denalis a demandé à son Altesse avec surprise si une telle chose était possible. La princesse Alexandra a déclaré que le navire marchand dans lequel le comte Jenski avait investi son argent avait été endommagé par une tempête.
La totalité de la cargaison du navire a coulé au fond de la mer, et les dégâts ont été catastrophiques. Denalice a déclaré qu'elle aussi avait entendu parler de cet horrible incident. Continua Alexandra. Le comte ne voulait pas admettre qu'il avait perdu plus qu'il n'avait investi et voulait rattraper ce qu'il avait perdu. Il craignait également que sa femme ne le quitte. Le fait qu'il ait perdu beaucoup d'argent pendant la tempête a blessé le cœur du comte. Et le seul moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement et de guérir une blessure au cœur est de jouer. Lady Denalice était d'accord avec la princesse Alexandra. Sandra a ajouté que les personnes qui ont échoué une fois feront de leur mieux pour l'éviter la prochaine fois. Mais parfois, ils ne peuvent pas prendre de décisions rationnelles. Et le désir obsessionnel de ne pas échouer cette fois rend leur jugement inadéquat. Après avoir écouté la princesse, Lady Denalice a demandé qui ferait une telle chose au comte Zensky et pourquoi. Elle supposait que son Altesse soupçonnait quelqu'un de cela. Alexandra a répondu que pour trouver la réponse à cette question, il devait rencontrer celui qui voulait plus que quiconque obtenir les terres du comte Zensky. Sir Kate a informé le duc Lucky que la résidence du comte de Zensky était en cours de rénovation et de rénovation majeure. Et tous les domestiques du domaine ont également été changés. La servante Eloven a demandé à son Altesse quel collier elle aimerait porter avec la robe et lui a proposé un choix de pierres précieuses. Alexandra a dit à la femme de chambre qu'aujourd'hui, elle allait au bal avec une tenue minimale pour ne pas attirer le regard des autres. La princesse a ajouté que vous devriez vous habiller avec modération, en montrant votre goût. Une rivalité naturelle surgit dans la famille impériale pour la place de l'héritier. Les deux personnages principaux sont le premier prince Jérémie et le second prince Jenaska. Le troisième prince, Cléo, relativement faible en termes de pouvoir et ayant perdu sa mère, ne parvient pas à profiter de la situation. Les gens devraient continuer à penser ainsi. La question de la succession au trône ne les intéresse pas. Ils préfèrent se contenter de la situation qui leur a été préparée. Ils doivent jouer cette image. Lorsque la princesse fut prête pour le bal, Eloven demanda si son Altesse avait entendu dire que le duc d'Ornus serait au bal ce soir. Sandra était très surprise. Eloven a déclaré qu'elle avait entendu dire qu'après avoir acquis les terres du comte de Zensky, le duc avait écrit une lettre au département de la cour impériale. La rencontre avec l'acquise dans la vie passée d'Alexandra n'a pas eu lieu aujourd'hui, et elle l'a découvert bien plus tard. Mais maintenant, les choses se déroulaient comme elle le souhaitait. La servante informa la princesse que le prince était venu vers elle. Alexandra l'a invitée dans sa chambre. Cléo a félicité sa femme et lui a dit qu'elle était incroyablement belle. Le jeune homme a ajouté que Lexi est habillée plus modestement aujourd'hui qu'elle ne s'habille habituellement pour le bal. La jeune fille répondit qu'elle devenait désormais membre de la famille impériale. Elle a donc décidé de réduire au minimum ses extravagances. Après tout, les gens n'auront pas une bonne opinion d'elle lorsqu'ils verront beaucoup d'argent sur elle. Après avoir écouté sa femme, Cléo la serra dans ses bras et lui dit qu'elle était très belle dans tous les vêtements. Parce qu'elle est le genre de personne qui rayonne de lumière par sa simple présence. Le prince demanda à sa femme la permission de l'accompagner et ils allèrent au bal. Alexandra a demandé s'il y aurait vraiment beaucoup de nobles au bal aujourd'hui. Cléo a confirmé que c'était le cas et lui a demandé si cela l'inquiétait. Lexi a répondu qu'elle n'était pas du tout inquiète, car tout était comme l'année dernière. Seulement, elle est désormais sa femme, et non plus son épouse. Alexandra a ensuite ajouté que quelques jours auparavant, elle avait offert à Sa Majesté une robe populaire pour son anniversaire de mariage. Cléo s'est excusée auprès de sa femme de lui avoir fait choisir elle-même le cadeau, alors qu'en fait il aurait dû le faire. Sandra pensait que c'était quelque peu absurde. Elle a demandé à son mari pourquoi il s'excusait, car le palais intérieur la concernait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il s'excusait pour de telles absurdités. Lorsqu'il l'avait trahie dans les derniers instants de sa vie, Cléo n'allait même pas lui demander pardon pour quoi que ce soit. Il lui semblait qu'elle le détestait encore plus maintenant. Le duc Lucky Sornouski a félicité Sa Majesté. Grand soleil de l'Empire et père de tout le peuple impérial, je salue votre Majesté. Gloire éternelle au souverain de Reyes. L'empereur salua le duc et lui demanda depuis combien de temps ils ne s'étaient pas vus. Le souverain ajouta que Lucky allait si rarement au bal qu'il avait déjà oublié son visage. Le duc s'est excusé auprès de Sa Majesté de lui avoir fait manquer. Il a ajouté qu'il était constamment occupé à gérer les territoires et à protéger les frontières. L'empereur lui dit qu'il lui était très reconnaissant pour le travail accompli. L'homme a ajouté que le palais avait reçu auparavant des rapports faisant état de situations désagréables à la frontière. Mais depuis qu'il a déménagé à Erneb, ces informations ont cessé. Le duc sourit et répondit qu'il essayait de conquérir l'Empire. Lucky a ensuite demandé à Sa Majesté
L'impératrice Telsia, comment elle allait? L'impératrice répondit que c'était pareil, s'occuper de ses affaires et soutenir sa majesté. Le duc Lakis lui a demandé si elle avait reçu le cadeau qu'il lui avait envoyé à l'avance pour leur anniversaire de mariage. Telsia a répondu qu'elle n'avait rien reçu. Lakis a alors dit qu'il enverrait autre chose pour elle. Telsia resta silencieuse, et l'empereur demanda au duc s'il était vrai qu'il avait acheté les terres du comte de Zenski. Le jeune homme répondit que le comte Zenski était tellement accro au jeu qu'il avait perdu toute sa fortune. C'est donc en fait qu'il l'a sauvé de la faillite. Lakis a ajouté qu'il serait très désagréable pour la famille impériale si ces terres importantes tombaient entre les mains d'un étranger. Alors il les a achetées. L'empereur demanda au duc pourquoi il devrait saisir cette opportunité et ne pas rejoindre le conseil. Lakis a répondu qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire, car il n'était pas très compétent dans ce domaine. Sa Majesté a rappelé au duc qu'il possédait 2 territoires. Il lui suffisait donc d'être membre du conseil. L'empereur demanda à nouveau s'il souhaitait se joindre au groupe. Lakis a répondu que c'était une question très importante et qu'il avait donc besoin de temps pour y réfléchir. Le jeune homme a décidé de prendre du recul maintenant pour pouvoir sauter plus tard. Le prince Cléo et la princesse Alexandra se sont approchés de l'empereur et de l'impératrice. Ils ont salué Sa Majesté et Sa Majesté l'impératrice Telsia. Le duc Lakis regarda la princesse Alexandra et l'empereur la lui présenta comme sa belle-fille, fille unique du marquis Sieglind, qui venait d'épouser le 3e prince Cléo. Il s'agissait donc de la femme de son cousin. Elle semblait être une beauté douce et innocente, mais il sentait quelque chose de froid chez elle. Lakis a décidé de faire attention avec elle. Il salua son Altesse et lui donna son nom complet. Alexandra a déclaré que c'était un grand honneur pour elle de mieux connaître son Altesse, car elle avait beaucoup entendu parler de lui. Sandra a vu le même regard qu'il avait alors. La jeune fille a déclaré qu'elle avait entendu dire que le duc était stationné sur le territoire du comté de Zenski, et comme le comté est proche de la capitale, elle espère qu'ils pourront se voir plus souvent à l'avenir. Lakis a répondu qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. La princesse Alexandra s'est inclinée devant l'impératrice Telsia et a salué Sa Majesté. Puis elle a dit que l'impératrice d'aujourd'hui est incroyablement belle dans cette robe. Telsia a remercié la princesse pour les compliments et le cadeau. Elle a ajouté que la robe était si belle qu'elle ne pouvait même pas regarder les autres, c'est pourquoi elle l'a choisie pour le bal. Sandra savait que ce serait comme ça. Elle a délibérément offert à l'impératrice une robe qui deviendrait sa préférée. Il s'agit d'une copie exacte de la robe que l'empereur devait lui offrir seulement 1 an plus tard. Elle a répété le dessin de la robe qu'elle a aimée jusqu'à sa mort. La princesse a répondu à l'impératrice qu'elle était très heureuse que cela lui plaise. Telsia a dit qu'il pourrait aller profiter du ballon. Une fois les jeunes mariés partis, le duc Lakis demanda à Sa Majesté comment il s'était remarié. L'empereur répondit au duc qu'il ne comprenait pas sa question. Le duc demanda si Sa Majesté avait envoyé une lettre du palais impérial à la résidence du marquis Sieglind afin de procéder aux fiançailles. A-t-il été décidé lors de la réunion du conseil qu'ils devraient se marier? L'empereur sourit et répondit qu'ils étaient simplement tombés amoureux et qu'ils s'étaient mariés. Ensuite, Sa Majesté a raconté que la jeune fille était tombée tellement amoureuse qu'elle avait elle-même demandé à Cléo de l'épouser. L'empereur accepta, car son origine ne posait aucun problème, et la princesse Alexandra est en elle-même une belle jeune fille. Lakis a dit à Sa Majesté qu'il comprenait tout, et qu'il n'avait plus de questions, donc il ne le dérangerait plus. Dès que le duc Lakis a ouvert la porte pour sortir prendre l'air, la princesse Alexandra l'a heurté et a renversé son vin sur son frac. La jeune fille s'est excusée abondamment, et le duc a déclaré que tout allait bien et que rien de grave ne s'était produit. Mais la princesse Alexandra l'a persuadée de l'accompagner au palais de Jen afin de nettoyer son frac. Au palais de Jen, la servante a emmené le frac du duc pour le faire nettoyer. Le duc et la princesse restèrent longtemps silencieux pendant le thé. Lakis a demandé pourquoi ils étaient assis dans un silence complet. Alexandra a répondu qu'elle réfléchissait à la manière de démarrer la conversation. Elle a ajouté qu'elle cesserait de s'inquiéter autant et commencerait à parler s'il promettait d'être honnête avec elle. Lakis a dit qu'elle disait cela comme si elle ne lui faisait pas confiance. Puis la jeune fille lui a demandé s'il lui faisait confiance. Le duc répondit qu'il ne serait pas là s'il ne lui faisait pas confiance. Puis la jeune fille lui a demandé directement s'il l'avait fait exprès. Le jeune homme a demandé ce qu'il avait fait exactement. La princesse a déclaré qu'elle avait acheté les terres du comte Zenski. Herzog a répondu que oui, et il ne comprenait pas quelle était la question. La princesse Alexandra a expliqué qu'elle pensait qu'il avait délibérément tout fait pour mettre le comte Zenski en faillite. Sandra a ajouté que le comte aimait beaucoup ses territoires, et qu'il ne les vendrait pour rien au monde.
même s'il devenait fou. Et même si je le vendais, ce ne serait pas pour autant d'argent qu'aujourd'hui. Par conséquent, Alexandra pensait que tout était très bien planifié à l'avance. Il n'y avait qu'un seul moyen de forcer le comte à abandonner ses terres sans violence: la faillite. La princesse a dit au duc qu'il avait soudoyé les gens autour du comte et qu'il l'avait rendu accro au jeu. Et puis tout s'est passé comme il s'y attendait. Le duc Lakis a répondu que la princesse avait un talent pour l'écriture et qu'elle pouvait donc écrire des livres sous un pseudonyme si elle s'inquiétait de sa réputation de princesse impériale. Alexandra a souri et a répondu que parfois la réalité elle-même ressemble beaucoup à un bon roman. Alors le duc lui demanda ce qu'elle voulait et pourquoi elle était si sûre de ses paroles. La jeune fille a répondu qu'elle comprenait tout de sa réaction à ces accusations. Elle a ajouté qu'elle trouvait très étrange qu'il achète si rapidement un terrain pour une grosse somme d'argent. Herzog a répondu qu'elle savait elle-même que tout le monde aimerait obtenir ces terres. La princesse répondit que c'était vrai, mais la principale raison de ses soupçons était qu'il les avait achetés. Le jeune homme a déclaré qu'elle ne le connaissait pas assez bien pour dire qu'il était une si mauvaise personne. La jeune fille a répondu qu'elle en savait beaucoup plus sur lui que lui sur elle. Le duc Laki demanda à la princesse quel était le but de cette conversation. Ensuite, la jeune fille a directement demandé si le duc voulait obtenir le trône et devenir empereur. Laki était indigné et a déclaré que ces hypothèses étaient extrêmement irrespectueuses, a poursuivi la princesse Alexandra. Elle a dit qu'elle avait longtemps réfléchi à la raison pour laquelle il avait besoin de ce comté et de son titre, et elle ne comprenait pas non plus pourquoi il avait immédiatement déménagé dans la résidence, alors qu'ils passaient tant de temps loin de leur territoire natal. Et pendant qu'elle réfléchissait, elle a proposé la théorie suivante. Le comté de Zenski a longtemps été impliqué dans le mouvement politique de l'Empire. À Erneb, où il règne, la puissance militaire est bien développée, avec de nombreux soldats capables de combattre dans toutes les conditions. D'un autre côté, Ornus, que ses parents lui ont donné, possède un sol si fertile que vous pouvez nourrir votre peuple et votre armée. Et il en reste encore à vendre. La princesse supposait qu'il avait le pouvoir économique et militaire, mais seul le pouvoir politique lui manquait. Mais il n'a même pas essayé de participer à la politique. Par conséquent, personne ne penserait qu'il préparait quelque chose. Le duc répondit qu'elle deviendrait une traîtresse à l'Empire si elle poursuivait cette conversation. La jeune fille lui a demandé si elle avait raison. Alexandra a dit au duc qu'elle avait confiance en ses paroles et qu'elle n'avait pas peur de risquer sa vie. Lakis a alors demandé ce qu'elle voulait. La princesse offrit sa coopération au duc, après quoi elle le ferait empereur. Lakis fut très surpris et rappela à la jeune fille qu'elle était déjà mariée au troisième prince Cléo. Ensuite, la jeune fille a admis qu'elle voulait le faire pour se venger de son mari. Après tout, c'est lui qui veut tuer ses frères et son père pour s'emparer du trône et devenir empereur. Le duc Laki lui a demandé si elle voulait travailler avec lui pour se venger de son mari et ensuite l'accompagner dans les profondeurs de l'enfer. Alexandra a dit qu'elle ne tomberait pas au fond de l'enfer avec son mari. Elle expliqua qu'elle voulait d'abord le faire empereur, et puis elle lui prendra la couronne et la remettra à son nouveau mari. Sandra pensait que c'était une bonne vengeance, car il tomberait du haut en enfer. Le duc Lakis l'écouta attentivement et lui dit qu'elle avait commis une énorme erreur en lui révélant tous ses projets. La princesse a répondu qu'elle comprenait le risque qu'elle prenait, mais elle comprend aussi qu'après avoir franchi cette porte, il n'ira pas voir l'empereur avec cette information. Après tout d'abord, il n'a aucune preuve que cette conversation ait eu lieu. Deuxièmement, l'empereur le regarde déjà avec suspicion concernant l'achat de ses terres, donc le duc ne fera pas semblant. Lakis a dit à la fille qu'elle le connaissait très bien. Herzog a demandé pourquoi elle était si sûre qu'il voudrait travailler avec elle. Alexandra a dit qu'il pouvait quitter cette pièce, apporter son frac aux femmes de chambre et faire comme si cette conversation n'avait pas eu lieu. Mais en quittant cet endroit, il deviendra son ennemi. Elle a ajouté qu'elle ne pourrait pas laisser en vie une personne connaissant ses véritables intentions. Lakis a demandé à la princesse si elle voulait lui faire peur. La fille a répondu que cela devrait fonctionner, car elle le connaît bien mieux qu'il ne la connaît. Elle sait aussi que parmi la noblesse, de nombreuses personnes prendront son parti. Par conséquent, la princesse a donné 5 minutes au duc pour décider s'il devait devenir son ennemi ou son allié. Elle a rappelé que bientôt tout le monde remarquerait son absence. Le duc Lakis a demandé à la princesse la permission de lui poser une dernière question. Pourquoi lui? Alexandra a répondu qu'il y avait d'autres personnes à ses côtés, mais qu'il serait beaucoup plus utile. S'il prend son parti, ils seront invincibles. Et s'il choisit de devenir son rival, ce sera très désagréable pour elle, car elle est impressionnée par ses capacités.
Et Sandra a également déclaré qu'elle pensait que son cœur ambitieux, qu'il essaie tant de cacher, était très précieux. Lakis réalisa que la jeune fille en savait plus sur lui que lui. Quand il l'a vue pour la première fois, il a pensé qu'il pourrait s'accrocher à elle. Et maintenant, elle le lui a fait. La princesse dit au duc que 5 minutes s'étaient déjà écoulées. Lakis se leva de son siège et se dirigea vers elle. Le duc a déclaré « Bien à vous, Alexandra Giovanna Jean Reyes. J'ai hâte de travailler avec vous. » Le jeune homme serra la main de la princesse et l'embrassa. Alexandra a répondu « Avec plaisir. » Lakis sourit et demanda ce que son mari avait fait pour mériter sa colère. La jeune fille était sur le point de répondre lorsque la servante l'informa que le prince Cléo était arrivé au palais et cherchait son Altesse. Sandra était un peu confuse, et Lakis s'assit sur son siège et prit la tasse dans ses mains. Il rassura la jeune fille et dit à la servante que le prince pouvait entrer. Lorsque son Altesse entra dans la pièce, il fut très surpris de voir le duc d'Ornus avec son épouse. Le duc invita poliment le prince à les rejoindre pour prendre le thé. Cléo a demandé au jeune homme ce qui l'avait amené ici. Lakis a déclaré que la princesse lui avait accidentellement renversé du vin. L'homme a ajouté qu'il avait refusé pendant longtemps et qu'il voulait rentrer chez lui ainsi, mais sa femme l'a persuadé de venir ici et de nettoyer son frac. Alexandra a confirmé les propos du duc. Elle a dit qu'elle ne faisait pas attention, alors elle est tombée sur le duc et lui a versé son vin. La princesse a dit qu'elle voulait se faire pardonner et nettoyer le frac. La jeune fille a demandé à l'homme s'il était en colère à cause de cela. Cléo a répondu que tout allait bien. Et Lakis a dit qu'il était temps pour lui de rentrer chez lui. Une fois le duc parti, le prince Cléo demanda à sa femme si quelque chose de fâcheux s'était produit lors de sa conversation avec le duc. Alexandra a répondu qu'il semble être une bonne personne. Le prince fut surpris et dit qu'il ne le pensait pas parce qu'il n'avait pas fait bonne impression. La jeune fille comprit que son instinct ne lui mentait pas. Lexi a ressenti la même chose lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. Mais elle a dit à Cléo qu'il lui semblait gentil et intelligent, et a même complimenté le prince. Cléo a admis qu'il avait eu très peur lorsqu'il ne pouvait pas la trouver au bal. Il était content d'avoir pensé à venir ici et à vérifier ses chambres. Lexi s'est excusée auprès de son mari. Elle a dit qu'elle était fatiguée et a décidé de se reposer un moment dans sa chambre, puis elle a accidentellement renversé du vin. Le prince dit que maintenant tout va bien et l'embrassa doucement sur les lèvres. Lexi regarda Cléo dans les yeux et se rappela à quel point elle l'avait aimé avant de s'évanouir. À l'époque, elle voulait qu'il soit à elle seule. Mais maintenant, tout a changé. Cléo a dit à Lexi qu'il voulait vraiment céder à ses émotions et la mettre sur le lit. Mais comme elle ne se sent pas bien et qu'elle est venue ici pour se reposer, il ne peut pas se le permettre. La princesse répondit qu'ils auraient encore le temps pour cela. Cléo a dit à sa femme qu'elle avait raison. Le jeune homme l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'il lui rendrait visite plus tard dans ses appartements. Lorsque le prince Cléo revint au bal, l'empereur lui demanda où était la princesse Alexandra. Le prince a répondu qu'elle ne se sentait pas bien, alors il l'escortait au palais de Jen. L'impératrice Telsia, assise à côté de l'empereur, a déclaré que c'était très irresponsable de sa part. Après tout, elle a quitté leur anniversaire de mariage sans lui dire au revoir. Cléo a répondu qu'elle avait dû être surmenée en cherchant une robe que Sa Majesté pourrait offrir en cadeau. Sa Majesté a demandé à son épouse de se calmer et de ne pas juger la princesse. Alors l'impératrice se tourna vers son fils. Elle a demandé au prince s'il aimait suffisamment l'une des filles pour se marier. Le prince répondit qu'il n'avait que 24 ans. C'était donc maintenant au tour du premier prince. Telsia dit à son fils que le troisième prince était déjà marié. Le jeune homme a répondu qu'il ne voudrait pas d'une femme comme la sienne. Il trouverait donc une fille calme et équilibrée. Le prince Cléo s'est indigné et son frère lui a demandé s'il avait tort. L'impératrice Vincentia a déclaré qu'elle ferait de grands efforts pour trouver une épouse convenable pour le premier prince. Au cours de ces disputes, le duc Lakis s'approcha de l'empereur. Il a dit qu'il voulait lui dire au revoir, mais il voit que ce n'est pas à temps. Sa Majesté a déclaré qu'il était un membre de leur famille. Cela ne pouvait donc pas être intempestif. Lakis remercia l'empereur pour ses paroles et dit qu'il était temps pour lui de partir. L'empereur lui suggéra de rester et de se reposer dans le palais, et le duc dit qu'il avait beaucoup de travail à faire. Alors Sa Majesté dit qu'elle n'osait pas le retenir, et lui demanda de réfléchir à sa proposition. Il a ajouté qu'il s'attendrait à une réponse positive dans un avenir proche. Lorsque le duc Lakis revint à son palais, l'assistant de Kate lui demanda s'il y avait quelque chose d'intéressant au bal. Le jeune homme a répondu qu'il y avait quelque chose de très intéressant, mais qu'il raconterait tout le matin. Dans la matinée,
Kate frappa à la chambre du duc. Le duc le laissa entrer dans la pièce et lui dit qu'il avait longuement réfléchi à la manière de lui raconter ce qui s'était passé hier au bal. Lakis commença par renvoyer tous les domestiques du domaine. Kate était inquiète et demanda pourquoi le duc avait pris une telle mesure. Herzog a répondu qu'il avait trouvé un complice au bal d'hier. Le jeune homme a demandé pourquoi il avait fait cela. Lakis a répondu que tout avait déjà été décidé. Sir Kate était indignée que le duc ait agi ainsi sans le consulter. Lorsque Lakis lui raconta tout ce que la princesse Alexandra lui avait dit, Kate lui demanda si elle pouvait être une espionne. Herzog a répondu qu'il ne le pensait pas. Il a dit qu'elle savait tout sur la manière dont ils avaient planifié et réalisé l'achat des terres du comte Zensky. Kate a demandé si ces plans étaient parfaits. Lakis a répondu que c'est juste que la princesse Alexandra est très intelligente. Il a ajouté que l'impératrice et l'empereur ne se doutaient certainement de rien. Sinon, il aurait vu. Le duc a déclaré que lui et la princesse avaient des intérêts communs et qu'elle était très intelligente. Elle ferait donc une bonne partenaire. Kate a rappelé que ses pensées devraient être prises en compte. Le premier empereur était un homme très intelligent. Il a créé une telle tradition que les membres de la famille impériale vivant sur le territoire du palais prenaient leur petit déjeuner ensemble. Sa Majesté a demandé à la princesse Alexandra comment elle allait, car il avait appris hier qu'elle était malade. La princesse a remercié pour l'inquiétude. Elle s'est également excusée d'avoir inquiété Sa Majesté. L'empereur a dit qu'elle pouvait se reposer quand elle le voulait si elle ne se sentait pas bien. L'impératrice Telsia a encore une fois remercié la jeune fille pour le cadeau et lui a demandé de ne pas trop s'encombrer. Sa Majesté a supposé que la princesse était fatiguée en choisissant une robe. Alexandra a répondu qu'elle était très heureuse que Sa Majesté aime son cadeau. La jeune fille a décidé de se comporter calmement et de ne pas se faire remarquer. Elle savait qu'elle ne pourrait tirer son épée que lorsque l'impératrice ou l'impératrice consort serait renversée. L'impératrice Telsia a demandé à l'empereur s'il était temps pour le deuxième prince de se marier. Telsia a déclaré qu'hier, au bal, elle aimait une fille qui correspondait au rôle d'une princesse impériale. Elle a ajouté que cette fille est si convenable que nous devons nous dépêcher pour le mariage. L'impératrice Telsia s'est ensuite tournée vers l'impératrice consort Vincentia et lui a demandé si cela la dérangerait que le deuxième prince surpasse son frère et épouse le premier. Mais l'empereur n'aimait pas cette idée. Il a dit qu'il était contraire à l'étiquette que le deuxième prince se marie avant le premier. Sa Majesté a demandé si cette fille ne conviendrait pas au premier prince. L'impératrice Telsia fut choquée par la proposition de Sa Majesté. Et la princesse Vincentia toussa. Puis du sang est sorti de sa bouche et elle est tombée au sol. Le médecin rassura le premier prince et lui dit que sa mère irait bien, mais ajouta que cela ressemblait beaucoup à un empoisonnement. L'empereur demanda comment cela pouvait arriver. Le premier prince a demandé à son père de faire tout son possible pour retrouver l'auteur de cela. Sa Majesté a répondu qu'il retrouverait certainement celui qui avait tenté d'empoisonner sa femme. L'impératrice Telsia a ordonné à la servante de tout nettoyer très soigneusement et d'éliminer toute tache de sang. Elle a également dit à tout le monde qu'ils devraient retourner dans leur chambre. Quand tout le monde fut parti, le second prince demanda à sa mère si elle ne l'avait pas fait. L'impératrice a crié après son fils et lui a rappelé de faire attention à sa langue. La mère a ajouté qu'elle ne l'avait pas fait. Le prince a dit qu'il avait simplement supposé et demandé qui d'autre qu'elle pouvait faire une telle chose. La femme a répondu que beaucoup pouvaient le faire. Par exemple, l'empereur lui-même, ou le troisième prince avec sa femme. Elle a dit que peu importe qui ferait cela, les conséquences seraient très graves. Le prince Cléo a vu qu'Alexandra n'avait pas de visage d'après ceux qu'elle avait vus. Il a demandé à sa femme qui, selon elle, pourrait faire une telle chose à Sa Majesté. Sandra ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit. Ce n'était pas le cas dans sa vie passée à ce stade. Le lendemain du bal, ils prirent le même petit déjeuner, mais sans empoisonnement. Après le petit déjeuner, l'impératrice Vincentia rentra calmement dans ses chambres. Mais ici, tout s'est passé différemment. Alexandra réfléchit à ce qui avait si fortement influencé les événements. Elle avait un peu peur que tous les événements qu'elle connaissait se produisent dans un ordre différent. Cléo a soigneusement serré sa femme dans ses bras et lui a proposé un peu de repos. L'empereur fut choqué par ce qui arriva. Il comprit que si l'impératrice consort avait pris un peu plus de nourriture empoisonnée, il aurait été impossible de la sauver. Sa Majesté s'est demandé à qui pourrait être confiée l'enquête sur cette affaire. Presque tous les aristocrates du palais impérial se sont retrouvés mêlés à des querelles pour le pouvoir. De plus, ils ne pouvaient pas confier cette affaire à une personne issue d'une société inférieure, car cela déshonorerait la réputation de la famille impériale. Soudain, on frappa à son bureau et on apporta une lettre.
C'était une lettre du duc d'Ornus du comté de Zenski. L'empereur sourit et ordonna que le duc Lakis lui soit amené d'urgence au palais impérial. Alexandra a compris qu'au début, tout était comme dans sa vie passée. Mais ayant appris à connaître le duc d'Ornus plus tôt que nécessaire, elle a donné naissance à une séquence d'événements différentes. Si elle avait suivi ce qui s'était passé dans le passé, elle l'aurait rencontré bien plus tard. Et aussi, dans sa vie passée, Sandra n'allait pas coopérer avec le duc Lakis. Avec une telle tournure des événements, il était clair pour la jeune fille qu'elle ne pourrait plus se fier à ses souvenirs. Au lieu de cela, elle construira sa nouvelle vie. Et dans cette vie, elle mettra définitivement fin à la vengeance de Cléo. Sandra comprit que le duc d'Ornus devenait son allié uniquement parce que leurs intérêts coïncidaient. La servante Eloven a frappé à la porte des appartements de la princesse Alexandra et lui a apporté des biscuits qu'elle avait préparés elle-même. La jeune fille a été surprise et a demandé pourquoi elle avait décidé de faire des cookies. Eloven répondit, inquiet que la princesse n'ait pas pris un bon petit déjeuner. Lorsque Sandra prit les biscuits, la servante lui dit qu'elle venait de voir le duc d'Ornus au palais. La jeune fille fut surprise, et le serviteur dit que son Altesse participerait désormais à la politique centrale de l'Empire. Alexandra a compris qu'elle essayait d'y parvenir en achetant le comté voisin. Sandra devina qu'il rencontrait actuellement l'empereur. Elle décida qu'aujourd'hui, elle devrait absolument parler au duc d'Ornus. Sa Majesté a remercié le duc de Lacy d'être venu si vite. Il a déclaré que les événements récents l'avaient aidé à réaliser qu'il n'y avait personne dans le palais en qui il pouvait avoir confiance. Le duc Ornus demanda à l'empereur ce qui s'était passé et ajouta qu'il ne comprenait rien. L'empereur répondit que c'était une bonne chose que les rumeurs ne se soient pas encore répandues dans tout l'Empire. Il a raconté que l'impératrice consort avait été empoisonnée et que quelqu'un essayait de la tuer. Lakis a demandé si elle allait bien maintenant. Sa Majesté a dit qu'elle se reposait. Mais ils ont eu beaucoup de chance qu'elle ait mangé un peu moins de nourriture qu'elle ne pouvait en manger. Sinon, ils l'auraient perdue. Lakis a demandé s'ils avaient déjà trouvé celui qui l'avait fait. L'empereur répondit qu'ils avaient vérifié chaque plat et chaque couvert. Ils ont interrogé tous les ouvriers qui cuisinaient et mettèrent la table. Mais on ne sait encore rien. Lakis a dit que c'était dommage, et Sa Majesté a ajouté que c'était la raison pour laquelle il l'avait appelé pour lui demander d'enquêter sur l'affaire. Le souverain a déclaré qu'il avait reçu sa lettre dans laquelle Lakis écrivait qu'il envisageait de rejoindre l'assemblée du palais impérial. L'homme a ajouté que personne d'autre ne l'aiderait comme lui. Le duc Lakis demanda à l'empereur s'il était sûr de pouvoir confier une affaire aussi importante à quelqu'un qui ne savait manier qu'une épée. Sa Majesté a répondu que lui seul pouvait être impartial. L'empereur a déclaré que Lakis savait déjà qu'il n'avait pas encore décidé de son successeur. L'impératrice et l'impératrice consort se disputent constamment à ce sujet. Et les membres de l'aristocratie seront inévitablement réceptifs aux questions liées au futur empereur, leurs décisions seront donc basées uniquement sur leurs bénéfices personnels. Lakis se demandait pourquoi Sa Majesté n'avait pas choisi son successeur s'il comprenait tout. L'empereur dit au duc qu'il avait besoin d'un homme comme lui. Sa Majesté a ajouté que maintenant il demandait simplement de l'aide, mais que si le duc refusait, il devrait en donner un ordre. Lakis a répondu qu'il serait heureux de vous aider. Après tout, sa tâche est de servir l'empereur. Le duc promit à Sa Majesté de faire tout ce qui était en son pouvoir. L'empereur dit à Lakis que son père serait fier de lui. Lakis a décidé qu'il devait d'abord rencontrer son complice. Pénélope informa la princesse Alexandra que le duc d'Ornus souhaitait la remercier pour son hospitalité passée. La princesse Alexandra a demandé au duc Lakis comment il avait réussi à entrer dans son palais. Lakis a répondu que cette fois, il était plus intelligent qu'elle. Après tout, alors qu'elle réfléchissait à la manière d'organiser un rendez-vous avec lui, il est venu la voir seule. Le duc a déclaré qu'il avait eu la chance d'avoir une chambre dans le palais impérial, non loin du palais de Gênes. Par conséquent, lorsqu'il a vu sa servante, il a immédiatement demandé à l'emmener chez elle. Alexandra a déclaré qu'il devait trouver un moyen de communiquer à l'avenir. Lakis a suggéré d'échanger des lettres par l'intermédiaire de sa femme de chambre, car il supposait qu'ils étaient au courant de ses projets. La princesse a dit qu'il avait tort parce qu'elle ne leur faisait pas encore vraiment confiance. Herzog a dit qu'elle était encore plus intelligente qu'il ne le pensait. Il a ensuite demandé à Alexandra quand elle envisageait de parler de ses projets à la servante. La jeune fille a répondu que jusqu'à présent, elle n'avait pas autant confiance dans les gens qui l'entouraient. De plus, elle n'a toujours pas trouvé quelqu'un en qui elle puisse avoir confiance. Lakis a demandé « Et qu'en est-il de lui ?» mais il a souri gentiment. La princesse a dit qu'elle parlait d'une femme. Sandra savait qu'à l'avenir, elle sauverait une fille en qui elle pouvait avoir confiance.
Le duc y réfléchit et dit que dès leur première rencontre, il pensait qu'elle connaissait l'avenir. La jeune fille a répondu qu'elle n'aurait alors pas fait le mauvais choix. Si elle connaissait vraiment l'avenir, elle n'aurait pas fait ce qu'elle regrette. Lakis a dit que la vie ne serait pas intéressante si l'on connaissait son avenir. La jeune fille a répondu qu'il n'aurait pas dit cela s'il avait vécu quelque chose de terrible. Herzog a déclaré qu'il ne la connaissait pas assez bien pour la contredire. Mais Lakis lui a demandé de ne pas faire comme si elle savait très bien ce qu'il avait vécu. Si elle connaissait tous les horribles détails de la vie des autres, elle ne dirait pas cela. Par exemple, pour lui, son passé est aussi douloureux que si on lui avait arraché la peau. Et si elle l'avait découvert, elle aurait pu dire que son passé n'était pas si terrible. De même, il ne comprend peut-être pas à quel point c'était difficile pour elle. Par conséquent, le duc a demandé à la princesse de ne pas juger les autres, car elle-même avait vécu quelque chose de terrible. Alexandra baissa la tête et répondit qu'elle comprenait tout. Alors le duc sourit et dit qu'ils avaient fait faillite, et proposa de faire passer les lettres par la bibliothèque. La jeune fille a dit que dans la 9e bibliothèque de la rangée P, il y avait un livre rose sur la 6e étagère en haut. Il n'y a qu'un seul livre rose. Il lui sera donc facile de le retrouver. Lakis a déclaré qu'elle connaissait assez bien le palais impérial pour quelqu'un qui n'y était que depuis un mois à peine. La princesse répondit qu'elle ne connaissait pas très bien le palais. Elle a ajouté que c'était tout simplement le seul livre qu'elle avait lu au cours du mois dernier. En fait, c'était son seul livre au cours des 6 dernières années. Le duc a déclaré qu'il visiterait la bibliothèque tous les lundis à 3 heures de l'après-midi. Puis la fille a dit qu'elle y irait en même temps, seulement mercredi. Lakis sourit et la princesse Alexandra demanda pourquoi il était venu au palais impérial en premier lieu. Le duc répondit qu'il avait été invité par l'empereur. Le jeune homme a déclaré qu'il enquêterait sur l'attentat contre l'impératrice consort. Sandra a dit qu'elle avait pensé que Sa Majesté lui confierait cette affaire. Elle a ajouté que l'empereur ne pouvait compter que sur lui dans cette situation, car les autres ne seraient pas sincères. La jeune fille demanda au duc s'il pouvait aider l'empereur. Lakis a répondu qu'il ne pourrait trouver le tueur que si elle l'aidait, car il était un étranger ici. Il a demandé ce qui s'était passé au petit déjeuner lorsque l'impératrice Vincentia avait été empoisonnée. Alexandra a dit qu'il parlait, puis l'impératrice a commencé à cracher du sang et est tombée au sol. Des médecins de la cour vinrent informer l'empereur qu'il s'agissait d'un empoisonnement. L'empereur se mit en colère, et les servantes de Vincentia la portèrent dans la pièce. L'impératrice Telsia a ordonné à ses servantes de tout nettoyer en profondeur dans la salle où se déroulait le repas. Lakis arrêta brusquement son histoire et demanda laquelle des impératrices elle choisirait. Alexandra dit qu'elle ne comprenait pas sa question. Herzog a expliqué que depuis l'Antiquité, les gens s'unissent pour renverser leur ennemi commun. Car cela est beaucoup plus efficace. Et parce qu'elle veut faire du 3e prince empereur, elle devra s'unir à l'une des impératrices afin d'écarter l'autre. Après cela, elle pourra se battre avec la personne avec qui elle s'est unie. Après tout, sa position actuelle ne lui permet pas de combattre 2 impératrices en même temps. C'est pourquoi Lakis a demandé qui elle choisirait, l'impératrice Telsia ou l'impératrice consort Vincentia. Alexandra a dit qu'il le savait lui-même, car il avait sa propre opinion sur cette question. Lakis a répondu que son opinion n'était pas si importante, car il n'était que son complice. La princesse a déclaré qu'elle s'unirait à l'impératrice Telsia. Premièrement, elle veut elle-même destituer l'impératrice Vincentia. Et elle le fera malgré le fait que tout le monde sera encore plus prudent après cette tentative. Deuxièmement, l'impératrice consort Vincentia, mère du premier prince, qui, selon les règles, devrait être alignée sur le trône. Mais la décision appartient toujours à l'empereur. Alexandra a demandé au duc pourquoi il avait interrompu son histoire. Lakis a répondu que la suite de leur conversation dépendait de sa décision. Puis il revint à ce petit déjeuner. Le duc a rappelé à la princesse que l'impératrice Telsia avait ordonné à sa servante de nettoyer la salle après l'incident. Donc, personne ne savait s'il y avait des preuves de son implication dans l'empoisonnement. La princesse Alexandra a dit que l'impératrice est très intelligente et qu'elle s'adapte donc très bien à la situation. Lakis a ajouté que chaque personne a des défauts. Et l'impératrice Telsia a un faible pour la flatterie, car elle aime bien s'habiller et prend soin de son apparence, car elle occupe une position élevée dans la société. Alexandra a dit que c'était la seule chose qu'il pouvait utiliser contre elle. Lakis a demandé si elle était à la hauteur. Sandra a répondu que c'était sa vengeance et qu'il était son assistant. Le duc Lakis a déclaré qu'il devait y avoir des concessions mutuelles dans leur relation, car il avait aussi des raisons de se venger. Après tout, depuis 12 ans, il veut se venger. Le jeune homme a admis qu'il méprisait l'empereur et l'impératrice.
Il voulait donc s'emparer du trône. La jeune fille a demandé pourquoi ils ne lui plaisèrent pas autant. Laki a dit qu'il lui dirait certainement tout, mais seulement après avoir entendu pourquoi elle détestait tant son mari. Il a ajouté que c'était elle qui avait proposé au prince. Le duc dit à la princesse qu'il ne comprenait pas pourquoi elle méprisait son mari, s'il était naturel de l'aimer. Alexandra a répondu qu'il n'était pas encore temps d'en parler. Duc Lakis a déclaré qu'il ressentait la même chose, car la confiance ne se crée pas du jour au lendemain. Mais la princesse Alexandra a déclaré qu'elle lui faisait confiance. Le jeune homme lui a demandé pourquoi elle avait dit cela. Après tout, il pensait qu'elle ne voulait pas parler de sa haine du troisième prince, parce qu'ils ne se connaissaient pas encore assez longtemps. Sandra a répondu que ce n'était pas lié au fait de lui faire confiance. Ceci est lié à sa vie personnelle. Elle a donc besoin de temps. Lakis a alors demandé pourquoi elle lui faisait confiance. Lexi a dit à Duke qu'elle lui faisait confiance à 80%, parce qu'il ne semble pas être le genre de personne qui la trahirait après qu'elle ait dit qu'elle le ferait empereur. Le duc Laki lui a demandé si elle avait peur qu'il puisse la tromper et la tuer lorsqu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Alexandra a répondu que c'est exactement pour cela qu'elle veut devenir impératrice. La jeune fille a dit qu'elle pensait qu'il ne la trahirait pas. Lakis a répondu que oui, mais que ce n'était pas pour des raisons personnelles ou son statut social. En fait, il craint qu'ils apprennent de nombreux secrets de chacun et puissent les révéler si l'un d'eux les trahit. La princesse a dit que ce ne serait pas bien. Après tout, chacun d'eux mettait beaucoup en jeu. Par conséquent, la jeune fille a assuré au duc qu'elle n'allait pas le trahir pour des raisons égoïstes. Le duc Laki a alors suggéré à la princesse Alexandra de ne pas douter l'un de l'autre sur les petites choses, car ils avaient un objectif commun sur lequel se concentrer. La princesse était d'accord que c'était la chose la plus importante désormais. Sandra a ajouté qu'il ne l'admettrait pas s'il envisageait de prendre le trône et de la larguer, parce qu'il fait partie de ceux qui ne préviennent pas leurs ennemis. Lakis a déclaré que leur relation était très intéressante et a ajouté qu'il n'aurait jamais pensé qu'ils pourraient se faire autant confiance. Lexi lui a demandé s'il lui faisait confiance. Le duc répondit qu'il lui faisait confiance à 80% et sourit. La princesse Alexandra a déclaré qu'ils perdaient simplement leur temps avec des bavardages inutiles. Son Altesse a demandé au duc d'Ornus de retrouver rapidement le voleur qui a tenté de tuer l'impératrice consort Vincentia. Le duc répondit qu'il ferait de son mieux. Le duc Laki est entré en action immédiatement après avoir été chargé par l'empereur d'enquêter sur l'affaire. Tout le monde disait que Sa Majesté avait fait le bon choix. Telsia a demandé au duc Ornouski pourquoi il avait amené des gens en uniforme dans sa chambre. Le duc s'est excusé et a déclaré qu'il suivait les ordres de Sa Majesté. L'impératrice a déclaré qu'il essayait de la dépeindre comme une femme horrible qui voulait tuer l'impératrice consort. Lakis a répondu qu'il enquêtait simplement. Par conséquent, pour cela, vous devez inspecter sa chambre. Le duc expliqua que dès que l'impératrice Vincentia fut emmenée, Sa Majesté ordonna à ses servantes de tout nettoyer à fond. Et c'était la seule preuve qui pouvait aider à l'enquête sur cette affaire. Telsia était furieuse contre elle-même. Tout ce qu'elle voulait alors, c'était ne plus voir de sang. Lorsque la chambre de l'impératrice a été fouillée et que rien n'a été trouvé, le duc Lakis s'est excusé auprès de Sa Majesté de l'avoir dérangée et s'est dit heureux qu'il n'y ait plus d'accusation contre elle. Il semblait à Lakis que l'impératrice Telsia n'était pas à blâmer dans cette affaire, à en juger par son comportement. Cependant, elle ne serait pas contre le fait de rester la seule impératrice du palais. Le lendemain, la femme de chambre de l'impératrice Telsia a choqué Sa Majesté en lui annonçant qu'un témoin avait comparu. L'une de ses servantes a avoué qu'elle avait empoisonné l'impératrice Vincentia sur ses ordres. Telsia devint très en colère et pensa que Vincentia avait spécialement soudoyé sa servante pour qu'elle prenne elle-même la nourriture empoisonnée, mais en quantité telle qu'elle ne mourrait pas. Et comme l'impératrice consort savait que Telsia n'aimait pas le désordre, elle était sûre qu'elle ordonnerait immédiatement aux servantes de tout retirer, même les preuves importantes. Le duc d'Ornus vint auprès de Sa Majesté avec des soldats. Elle a demandé qui avait témoigné contre elle. Lakis a répondu que cela n'avait pas d'importance. Il a ajouté que l'empereur est en colère et que sa position n'est plus à envier maintenant. Telsia a répondu qu'elle en était elle-même parfaitement consciente et a demandé si elle serait détenue. Le duc Laki a déclaré qu'il avait un grand respect pour Sa Majesté et l'empereur a ordonné qu'elle soit assignée à résidence. Le duc demanda à l'impératrice de supporter ses inconvénients jusqu'à ce qu'elle soit déclarée innocente. Telsia était assise dans sa chambre et réfléchissait au fait qu'elle avait versé tant de sang pour atteindre le sommet de l'Empire, et qu'elle allait maintenant mettre fin à ses jours de manière si insensée. Lorsque la servante lui apporta le dîner, Telsia demanda que l'épouse du troisième prince soit appelée auprès d'elle.
Alexandra n'était pas surprise, car elle avait besoin de l'aide de quelqu'un. L'impératrice Telsia a demandé à la jeune fille de s'asseoir à côté d'elle et lui a dit qu'elle n'avait pas fait ce dont elle était accusée. Alexandra a dit qu'elle croyait Sa Majesté. La princesse a dit à l'impératrice que Sa Majesté avait tout ce dont on pouvait rêver et qu'elle ne ferait donc pas une telle chose. Telsia a répondu que le prince Cléo avait beaucoup de chance avec sa femme. La princesse Alexandra a demandé si elle pouvait l'aider pour quelque chose. Telsia a déclaré que si elle prouvait son innocence, toutes les fausses accusations portées contre elle disparaîtraient tout simplement. Mais l'impératrice Telsia a ajouté qu'alors la princesse Alexandra ferait de l'impératrice consort son ennemie, parce qu'elle croit avoir elle-même organisé l'attentat contre sa vie. Telsia a demandé à la fille qui elle avait choisie, elle ou Vincentia. Alexandra a répondu qu'elle avait déjà fait son choix lorsqu'elle est venue dans sa chambre. Telsia a alors demandé à la princesse de dire lors du prochain procès qu'elle avait vu la servante ajouter du poison dans l'assiette de Vincentia sur son ordre. L'impératrice demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait en guise de remerciement pour son témoignage. Alexandra a répondu qu'il lui suffirait que les fausses accusations soient retirées de Sa Majesté. Telsia a dit qu'elle est très gentille, mais que de telles personnes ne survivent pas dans le palais. Elle doit donc avoir des souhaits. La fille a répondu qu'elle les avait, mais qu'elle voulait juste aider. L'impératrice a ajouté qu'elle avait l'habitude de remercier les gens pour leur aide, donc sa récompense attendrait la princesse à l'avenir. Elle lui a alors demandé de partir pour ne pas éveiller les soupçons. Alexandra a remercié Sa Majesté et est partie. Alors qu'elle marchait dans le couloir, Sandra sourit et se demanda si elle réussirait dans ce qu'elle entreprenait.